Le mec, il dégage un truc en termes de personnalité. Les gens, ils aiment pas ça. Les gens, ils veulent dire quoi? Regarde comment il se la raconte. Regarde comment il est arrogant. Regarde comment il parle. Et nous, en termes de communication, on a été starisés tôt. Et le problème, c'est que je pense qu'on n'était pas prêt à prendre la parole. Quand les gens ils me disent, ouais, yo, t'as fait une belle carrière. Pour eux, oui. Pour moi, non. Quand je suis rentré au centre de formation, j'ai découvert des gens qui n'avaient pas la même éducation que moi. J'ai découvert que eux, ils avaient faim. Et moi, je pensais que j'avais faim, mais j'avais pas faim. Donc pendant 1 an, ma première saison à Monaco, pas physiquement, mais mentalement, j'ai craqué. Il y a différentes catégories de personnes dans la vie. Il y a les amateurs, il y a les pros, il y a les compétiteurs. Donc à un moment donné, tu peux blaguer les amateurs, tu peux blaguer les pros, mais tu peux pas blaguer les compétiteurs. Parfois, prendre 8 valises, partir dans un hôtel, loin de ta famille, jamais voir les gens que t'aimes et passer ton temps dans une salle de sport ou dans une chambre d'hôtel, pour moi, c'est une vie triste, tu vois. Est-ce que t'étais heureux pendant ta carrière? Non. Salut l'équipe, très content de vous retrouver pour le 57e épisode du podcast et aujourd'hui on se retrouve au cœur du jeu avec monsieur Yohan Molo. Yo a près de 20 ans de carrière dans le football et près d'une quinzaine d'années au niveau professionnel et dire qu'il a connu des galères, ça serait peu dire. Escroqué pour des millions d'euros, une image qui a été salie, le football n'a pas été tendre avec lui. Mais c'est grâce à sa détermination et à son travail qu'il est encore là aujourd'hui. Donc au menu, on a pour vous une discussion super intéressante avec l'homme qui se cache derrière le joueur. Sans plus tarder, bienvenue au cœur du jeu. Yohan Molo, bienvenue au cœur du jeu. Merci beaucoup, un réel plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation. T'as une carrière riche. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont entendu parler de toi, surtout sur la partie un peu plus négative où t'as eu des déboires avec des gens qui t'entouraient. J'ai envie d'aborder l'épisode d'aujourd'hui avec du positif parce que je pense que les histoires qu'on se raconte, elles sont importantes. Les histoires qu'on se raconte sur nous-mêmes, elles sont importantes. Et de l'extérieur, je pense que peut-être que tu partageras pas mon avis, mais je trouve que ton parcours, il est quand même inspirant et que pour les joueurs qui sont autour, des fois faut sacrifier pour que les gens autour en bénéficient, mais pour les gens qui sont autour, il y a beaucoup de choses à en retirer. Donc, je pense honnêtement, je pense que sur plein de niveaux, je suis un joueur sur qui tu peux prendre un exemple, en fait, sur beaucoup d'aspects. Sur beaucoup d'aspects parce que j'ai fait, à mon grand regret, j'ai fait des erreurs. Et je pense que j'ai fait des erreurs, on va dire clés, tu vois, dans mes décisions, dans mes prises de parole, dans mes attitudes parfois. Et je pense que, comme tu le sais, quand tu es jeune, quand tu es pro, ben malheureusement, les gens ils ont du mal à passer à autre chose et à pardonner. Donc du coup, on va dire que tu as une étiquette et quand tu as une étiquette collée au dos, c'est très très dur de la faire partir. Ouais, puis je pense que c'est un bon sujet avec lequel démarrer. On est dans une époque là aujourd'hui avec les réseaux sociaux tout ça où même les gens qui ont pas de formation sur la gestion de l'image, quand on parle de joueurs de foot là, même les gens qui ont pas une équipe qui s'occupe de ça, ils réalisent quand même l'importance parce que ils ont leur réseau, ils savent qu'une story ratée, ça peut flinguer ta carrière, un truc comme ça. Je voulais savoir, toi, à ton époque, est-ce que tu arrives à contraster un peu avec ce qui se fait maintenant? À ton époque, c'était comment, sachant que l'image, elle était aussi importante, mais qu'elle se manifestait de manière différente? À notre époque, c'était la jungle parce qu'on n'avait pas d'aide. On n'était pas éduqués sur le plan de la communication. On n'était pas éduqués sur le plan de la diététique. On n'était pas éduqués sur beaucoup d'aspects. Aujourd'hui, tous les joueurs, ils ont tout. Que ce soit dans la communication, je vois qu'il y a des joueurs qui ont des préparateurs mentaux. Tu vois, il y a plein de détails qu'aujourd'hui, nous, on n'a pas eu. Et nous, en termes de communication, on a été starisés tôt. Et le problème, c'est que je pense qu'on n'était pas prêt à prendre la parole. Parce on mesurait pas l'impact des mots. Et je pense qu'à un moment donné, nous, on était juste des joueurs de foot. Tu vois, on n'était pas des porte-parole. On s'est jamais vu comme des porte-parole et malheureusement, en fait, on s'est pas rendu compte qu'on faisait partie d'un pourcentage infime de la société, tu vois. Nous, on a cru qu'être professionnel, ça faisait partie du quotidien parce qu'en gros, on est rentré au centre de formation à 14 ans, on est resté dans nos chambres, on n'a pas côtoyé le monde extérieur. Et pour nous, réussir, voilà, c'était un objectif, mais quand on y est arrivé, on s'est pas dit genre, ouais, c'est un truc de fou, tu vois.
Ouais, donc On du s'est coup, dit, on tu s'est te dit, rends même pas compte qu'en gros, quand les gens t'entendent parler, ils se disent, bah, le gars, il le sait pas, mais c'est un porte-parole pour tous les joueurs de foot. Ou pour exactement, un tu vois. milieu, ou pour un quel genre. Exactement. Et est-ce que tu as un exemple, par exemple, de prise de parole ou d'apparition Non, médiatique qui t'a porté préjudice ou une en fait, accumulation non, de... ma première prise de parole, la première que j'ai dite et que je regrette. Cet épisode est sponsorisé par Fearless, qui est une marque suisse d'équipement de football spécialisée dans la personnalisation de protège tibia. Portée par des joueurs professionnels dans les plus grands championnats européens et dans les plus grandes compétitions au monde, Fearless propose plusieurs gammes de protège tibia 100% personnalisables avec 5 tailles disponibles, dont les protège tibia en carbone, le haut de gamme dont les pros raffolent. Je connais personnellement le fondateur de la marque, j'utilise ses produits depuis plusieurs années maintenant, et après en avoir vendu plus de 10 000 en Suisse, je commence à en voir de plus en plus en France. Alors pour que vous puissiez vous aussi monter dans le train et fouler les terrains avec style, on vous offre une réduction de 25% sur toute votre commande grâce au code promo ACDJ25. Le tout livré en moins d'une semaine, mes amis français. Alors cliquez sur le lien dans la description et régalez-vous. C'est quand, en fait, mon épisode à Monaco, tu vois, Ouais. où je fais ma première saison, je confirme, je pète et tout. Je suis avec un premier agent, il s'appelle Jean-Christophe Cano. Ce premier agent, il me fait un truc de fou, tu vois, au niveau de ma négociation de contrat. Et puis, il y a Jean-Pierre Bernès qui arrive. Moi, je suis contraint de prolonger, mais pas aux mêmes conditions. Mhm. Et ensuite, voilà, il y a Guy Lacombe qui est là. Et puis, clairement, il me dit c'est trop tard. Il me dit t'as revalorisé trop tard. Donc maintenant, moi, j'ai un joueur. Le joueur, il va passer devant toi. Et puis, moi, d'un coup, j'étais passé de tête de liste, j'étais passé derrière, tu vois. Et puis, dans la saison, en fait, il me fait la misère, tu vois. Il me fait la misère. Je me souviens, l'anecdote, on se revoit à Saint-Étienne, il me tend la main, tu vois. Il me tend la main, je le regarde dans les yeux. Et je lui fais comprendre que non, ça va pas se passer comme ça. Ouais. Genre, le mal que tu m'as fait, J'ai pas oublié. il y a être un hypocrite, mais pas de cette manière-là. Comme Marc Keller, tu vois. Ouais, Marc Keller, je vais faire un match amical à Nancy contre Strasbourg, il arrive sur le terrain, il me regarde. Et il vient, il me tend la main. Et je le regarde. Je bloque sur lui, tu vois. Et je regarde sa main comme ça. Et là, tu vois, à chaque fois sur ces deux personnes, je me suis dit, ça, j'ai compris, tu vois. L'état d'esprit des gens, en fait. Eux, ils viennent, ils te fracturent, mais pas de souci. C'est pas grave. C'est le jeu. C'est le jeu, voilà, tu vois. Et en fait, suite à ça, moi, je suis prêté à Caen. Et puis, vient un match où Monaco est mal, tu vois. Et moi, je rentre. Et je frappe un coup franc. Et en fait, le coup franc, il traverse l'équipe et je marque. Ok. Et ensuite, juste après, je me fais interviewer. Sauf que je suis complètement hors sujet. Il me parle du match, mais moi, en fait, je suis dans ma frustration. Tu vois, je suis dans ma frustration. Je me refais le film de l'année dernière où il m'a fait tellement de scènes où, honnêtement, j'ai pété les plombs complètement parce que, en fait, honnêtement, quand tu es jeune, tu as du mal à dissocier ta vie professionnelle et ta vie personnelle. Parce que quand il t'arrive quelque chose dans ta vie professionnelle, ben, inconsciemment, ça impacte ta vie personnelle. Tandis que quand tu prends de l'âge, tu arrives à dissocier les deux. Tu arrives à te dire, OK, je rentre à la maison, ce qui s'est passé au foot, ça reste au foot. Ce qui s'est passé à la maison, ça reste à la maison, tu vois. Ouais. Et quand j'étais jeune, j'arrivais pas. J'arrivais pas à dissocier les deux. Donc, en gros, quand j'étais en colère au foot, j'étais en colère à la maison, tu vois. Et du coup, j'ai passé une année où j'ai ruminé, où voilà, tu vois, j'étais pas bien, je vivais des injustices et à un moment donné, comme si je suis avec Caen et je me fais prêter à Caen et on joue contre Monaco, et puis il me pose une question. Et là, clairement, je dis, ouais, il se reconnaîtra. Mais moi, dans ma bêtise, c'est que je dis pas son nom. Je dis pas Guy Lacombe, je dis pas Marc Keller. Je dis, ouais, il se reconnaîtra, j'emmerde tout le monde, tout ça. Et quand je dis j'emmerde tout le monde, voilà, tu vois, tu rigoles et tu vois, j'envoie une bombe. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. J'envoie clairement une grenade, tu vois ce que je veux dire? Et puis après, les messages, ils fusent. Et en gros, moi, je me dis, je me rappelle, il y avait un supporter de Monaco qui m'appelle, il me dit, ouais, c'est pas bien comment t'as parlé. Je dis, écoute, franchement, vous avez rien à voir. J'ai dit, moi, je parlais de eux deux. Ouais, mais tu l'as pas dit ouvertement. Donc, en gros, c'est pas net, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Et dans ma communication, j'étais très maladroit. Mais ensuite de deux, j'avais pas à le dire. Tu vois ce que je veux dire? En fait, le truc, c'est que j'ai voulu projeter une image. J'ai voulu, mais que dans ce business, non. Fallait juste que je me taise et que je me dise, tout va bien, tu vois? Comme comme tout le monde fait du politiquement correct dans le football, tu vois? Dès qu'il y a des soucis, tout le monde botte en touche, tout le monde dit, ah, tu l'as bien vu récemment avec Désiré Doué, quand on lui parle de Rabiot, il dit, ah, moi, je suis là pour jouer au foot, tu vois? Pas de prise de parole, pas de, tu vois, pas d'avis, tu vois?
Et voilà, en fait, dans mon erreur, je fais ça. Et puis quand je fais ça, en fait, les gens, ils se disent, bah, ce petit, il est arrogant, tu vois. Mais quand tu me parles 2, 3, 4 ans après, tu vois, 2, 3, 4 ans après, tu me dis la même chose et moi, je te dis que je regrette. C'est pas comme si Ouais, je je te vois. dis que, tu vois. Et le problème, c'est qu'après, les coachs que j'ai fréquentés et avec qui j'ai travaillé, ils se sont servis de mon image pour toujours me donner le mauvais rôle. Donc, en gros, aux yeux des gens, Ok. c'était toujours moi le Calimero, tu vois. C'était toujours moi, en fait, le joueur perturbateur qui voulait toujours foutre un peu la merde ou, Hmm. tu vois, qui était là pour mettre son grain de sel pour perturber l'équipe, tu vois. Mais ce que les gens, ils savent pas, c'est que le football, c'est tellement business, c'est tellement stratégique que dans le football, les gens, ils veulent pas assumer. Donc, quand on n'assume Hmm. pas, eh ben, on rejette toujours la faute sur quelqu'un. Et honnêtement, plein de fois, on va dire dans ma carrière, j'ai dû assumer ce rôle-là. Mais vu que, tu vois, j'ai du caractère, j'ai du tempérament, je me suis toujours battu pour essayer de toujours répondre aux attentes, malgré, comme je te dis, parce que tu sais très bien que quand tu as cette étiquette-là, on t'attend toujours au tournant. C'est clair. Tu es toujours C'est le clair, c'est joueur, on clair. va dire, à qui on va un peu moins pardonner, à qui, tu vois, genre, même si tu fais des bonnes choses, on va moins se le souligner, tu vois. Ouais, Parce puis même quand que, tu tu vois, fais, quand tu fais bien les choses, c'est limite, ouais, mais quand est-ce que la prochaine dinguerie elle arrive? C'est ben, plus je te dis, le c'est compte ça, à en fait, rebours, il est après un parti, quoi. match, je me souviens après un match à Monaco, on joue contre Saint-Etienne, je fais une rentrée et je contribue au maintien, tu vois. Je marque à la 91e. J'ai le sentiment d'avoir fait un match complet, sauf que quand je sors du match, il y a un vieux monsieur qui me serre la main et qui me dit, t'es un égoïste, tu vois. Et quand il me dit ça, en fait, ça me fait comme un toc. Et je lui dis Ouais. merci. Et il comprend pas, en fait. Et quand je lui dis merci, je me dis, en fait, j'ai compris qu'en fait, je ferai jamais l'unanimité. Hmm. À partir de ce moment-là, tu vois. Et quand t'es un orgueilleux, tu veux toujours que les gens marchent dans ton sens. Et voient comme tu vois, tu vois. Sauf qu'à ce moment-là, je me suis dit non. Je viens de comprendre que même si je suis parfait, il y aura toujours quelqu'un pour me Ouais, il y a quelqu'un contredire, qui tu aura vois. quelque chose à redire, ouais. Donc à partir de là, tu vois, ça m'a enseigné une leçon. Et malheureusement, c'est que, comme je te dis, j'ai appris à grandir, mais sur le tas, tu vois. J'ai Hmm. appris à grandir footballistiquement, mais humainement, j'ai appris à grandir en faisant des erreurs, tu vois. J'ai Ouais, grandi je en faisant vois. des erreurs. Puis des fois, le football, il est ingrat dans le sens où, pour certains, les erreurs, quand elles sont faites au bon moment, elles passent et puis on les oublie. Pour d'autres, ça C'est traîne ça. longtemps. C'est ça. Honnêtement, moi, j'ai une anecdote sur Serge Aurier quand il parle de Laurent Blanc, dans un live à lui. Je me souviens de cette année-là parce que je regardais chaque match de Paris pour lui, en fait. Hmm. Le niveau affiché, c'était hors norme. Ouais. Quand on me parlait, je disais, putain, il fait partie du top 3 latéral droit. C'est pas possible. Ce qu'il est capable de faire, c'est hors norme. Et puis, il se passe ça, tu vois. Et puis, voilà, en 3 secondes, de numéro 3 Ouais, ouais. il passe à, tu vois, un truc dans l'anonymat, tu vois. Et là, je me dis, waouh, tout ça pour Hmm. un pote à lui qui, à un moment donné, il a mal redirigé une caméra. Lui, il a dit une fausse parole. La fausse parole, elle a été amplifiée. Lui, il s'est retrouvé le cul entre deux chaises et je me suis dit, waouh, tu vois. Ouais, ça peut aller vite. Et tu vois, t'as dit que, qu'en gros, t'as fait certaines erreurs et que ça me fait rebondir sur le fait qu'une carrière, au final, elle se joue sur le terrain. Mais j'ai l'impression que surtout, plus tu montes de niveau et plus, en fait, tout ce qu'il y a autour commence à prendre de l'importance. C'est-à-dire que Exactement. tu performes bien sur le terrain, mais que là, par exemple, l'image que t'as, euh, elle te joue des tours. Je te dis, Exactement. je te jette ça comme ça, regarde. La semaine passée, quand on devait enregistrer, je parle avec un pote. J'ai dit, putain, j'ai eu tel. Les enfants, ils m'ont flingué ma soirée. Je devais enregistrer avec Yohan Molo. Ça s'est pas fait. Il me dit, ouais, tu lui demanderas pourquoi il se prenait pour Cristiano. Et je me dis, mais c'est anodin. Il a dit comme ça. Mais je me dis, c'est quand même quelque chose qui est resté dans sa tête depuis des années. Et ça, c'est une question de perception. Ça se trouve, il t'a vu une fois sur le terrain, il t'a jamais revu depuis. En fait, je t'explique. Et je me En dis, fait, moi, comment toi tu vis ça de l'autre côté, en fait, la personne qui est plus la personne que j'ai vue à la télé en 2014. Toi, t'as évolué, on est en 2025 aujourd'hui. T'es plus la même personne, t'as totalement. changé. Et comment c'est de Ben, sentir qu'en fait, tu dois continuellement payer pour des trucs que t'as fait. parce que, comme je te dis, parce que les gens, j'ai compris que la jalouserie, elle faisait partie du quotidien humain. Hmm. Tu vois, j'ai compris que ton prochain, c'est très rare, avec honnêteté et avec un cœur pur, que les gens te regardent avec les yeux et te disent, je suis fier de toi, je suis fier de ce que tu réalises. Hmm. Genre, t'es un modèle pour moi, mais un vrai truc. Parce qu'en général, l'être humain, il a toujours cette tendance à être jaloux ou envieux. Parce qu'à un moment donné, les gens, ils comprennent pas la réussite. Parce qu'à un Hmm. moment donné, pour eux, ils vivent une injustice.
Parce que pour eux, à un moment donné, ils pensent qu'à un moment donné, ils n'ont pas eu ce qu'ils méritaient. Mais ma question, que moi, j'ai toujours posée à ces gens-là, c'est qu'est-ce qui a fait que t'as pas réussi? Et là, j'ai plus de réponse, tu vois. Mais comme je te dis, c'est tellement facile de rester posé derrière une télé, de regarder un pseudo-jeune qui se prend pour Cristiano Ronaldo ou qui essaye de l'imiter, plutôt que moi je suis chez moi et qu'est-ce que je fais? Je fais rien. Donc je pense que lui c'est un bon client, on appelle ça, tu vois, dans le jargon. C'est un petit jeune, il est là, il est un peu extraverti, il essaye un peu, il est dans la provoque, tu vois, ça parle de lui. Donc pourquoi je le taillerais pas, tu vois? Parce que ça fait partie du job. Ouais, je vois. Pourquoi un mec il viendrait juste me dire putain yo franchement j'aime bien ton style de jeu et tout, tu ressembles à Cristiano Ronaldo dans ton jeu. Non, tu vois, ils le prennent dans un style genre pour qui il se prend, tu vois. Ouais. Mais le problème c'est que les gens ils ont oublié un truc. Quand tu joues au foot, tu joues parce que t'as des rêves, tu joues parce que t'as des modèles, t'as des idoles. Et à un moment donné, tu peux pas renier tes idoles, tu vois ce que je veux dire? Donc si à un moment donné t'es pas capable d'idolâtrer quelqu'un, c'est normal que quand tu idolâtres quelqu'un, tu veuilles prendre des choses de lui. Ouais, ouais. Parce que ça reste un modèle, tu vois. C'est Avec clair. ta personnalité, bien sûr. Mais il y a des gens qui t'inspirent à être plus fort, qui t'inspirent à progresser, qui t'inspirent à être de vrais athlètes, tu vois. Et quand tu vois ce genre d'athlète, moi je me dis, tu veux me reprocher de prendre exemple sur le meilleur joueur du monde. Ouais, ouais, ouais. Si encore tu me dirais, tu prends le mec du quartier là, tu prends le mec du quartier où il manque de respect, où il fait des bêtises. Moi j'ai pris exemple sur le meilleur joueur du monde. Tu vois, j'ai voulu lui ressembler, mais je me suis pas fourvoyé. Dans mon comportement, dans ma gestuelle, j'ai voulu lui ressembler, oui, mais parce que ça m'inspire. Parce que j'ai aimé la force, j'ai aimé le mental, j'ai aimé l'originalité, j'ai aimé l'individualité, tu vois. Parce que c'est pas tout le monde dans le football qui a le courage de dire donne-moi le ballon, je vais m'occuper du reste. Ouais, ouais. Tu vois, cette personnalité de dire je vais changer le cours du match. Et le problème, c'est que comme je te dis, pour avoir ce style de jeu et cette personnalité, eh bien malheureusement, il faut embrasser la critique, mais tu vois, à bras le corps, tu vois. Ouais, Parce ouais, que je tu vois. sais que tous les jours, tu vas être confronté à la critique. Et le C'est problème, clair. c'est que tellement de fois, tu vas être confronté à la polémique et à la critique, que si à un moment donné, tu t'arrêtes toujours au premier venu qui va venir, qui va te critiquer. J'ai envie de te dire, on va faire ça combien de fois? Ça va être une boucle sans fin, tu vois. Donc à un moment donné, moi, je me suis juste contenté de regarder ces gens-là, sourire et leur dire merci, tu vois. Et je me suis contenté d'avancer dans ma vie parce qu'à un moment donné, moi, j'ai toujours été comme ça, tu vois. Quand je vois des gens faire mieux que moi ou quoi, je suis toujours comme ça, je félicite. Parce que je m'inspire des plus forts. Ouais. Tu vois, j'ai toujours cette tendance à vouloir aller chercher plus haut. Mais pourquoi aller chercher plus haut? Il faut se frotter au plus haut, tu vois. C'est pas, moi, je regarde jamais derrière moi. Quand Ouais, les gens ils me c'est disent, une ouais, autre yo, mentalité. quand les gens ils me disent, ouais, yo, t'as fait une belle carrière. Pour eux, oui. Pour moi, non. Tu vois. C'est deux choses différentes. Ouais. Parce que eux, en fait, comme ils ont jamais eu cette capacité, mon talent, ma mentale et mon parcours, ils peuvent pas se rendre compte des capacités et du potentiel que j'aurais pu avoir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, comme je suis quelqu'un de perfectionniste, tu vois ce que je veux dire? Je peux pas rester assis et me dire, OK, ce que j'ai fait, c'est bien. Parce que c'est pas mon mentalité, tu vois. Ma Et mentalité, ça a toujours été voilà, mon rêve à moi, ça aurait été d'embrasser mon vrai potentiel, tu vois. Parce ouais, que je vois. j'ai découvert un peu sur tout, hein, mais j'ai découvert que quand tu jouais avec des joueurs, avec des très bons joueurs, eh ben, ton talent, il était multiplié par 3, 4, 5. C'est sublime. Ouais, c'est clair. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Après, je c'est vois. sans manquer de respect aux partenaires que j'ai eu durant ma carrière, hein. Mais c'est la seule leçon que j'ai tirée, en fait. J'ai tiré que quand je joue avec un joueur top niveau, eh ben, mon niveau de jeu, c'est pas le même. Je pense que si à un moment donné, j'avais eu l'opportunité, tu vois, d'évoluer dans des clubs où je devais évoluer, si j'aurais pas fait, si je me serais pas trompé dans des décisions et que sportivement, j'aurais eu, comme je dis dans ma communication, je pense qu'aujourd'hui, j'aurais pu jouer la Champions League, j'aurais pu être international, tu vois, j'aurais pu faire des choses dans ma vie. Après, te dire que j'ai des regrets, oui, mais voilà, après, en soi, je peux pas te dire que j'ai pas tout donné, tu vois. Ouais. Quoi Ouais, qu'il et puis, arrive, dis-moi. quoi qu'il arrive, à la fin du film, je peux juste te dire que je te regarde dans les yeux et j'ai tout donné. Et pour ça, tu vois, je me regarde dans la glace et je peux pas avoir plus de regrets que ça, tu vois. Tous les regrets que j'ai eus, c'était extra sportif. C'était pas personnel. J'avais une dernière question sur la gestion de l'image parce que on est dans une époque où on prône beaucoup l'authenticité. Ça veut dire que on veut que les joueurs soient transparents, on veut que les joueurs ils puissent dire ce qu'ils pensent.
Mais en même temps, quand ils disent ce qu'ils pensent et que ça va pas dans le sens de ce que la majorité veut, ça pose problème. Mais, donc il y a ça d'un côté, mais d'un autre côté, moi personnellement, les joueurs qui me parlent le plus, c'est ceux qui disent, même tous ceux qui, je suis prêt à me mettre à dos ceux qui sont pas d'accord avec moi, je vais assumer qui moi je suis. Et cette authenticité-là, moi, elle me parle et je redirige ça vers ton parcours parce que c'est un truc qui, je pense, peut-être qu'on t'attribuait pas pendant que tu jouais plus jeune. C'est quelque chose que moi j'ai découvert par exemple en commençant en faisant des recherches sur toi et tout. C'est que t'as toujours été un bosseur. T'as toujours été un bosseur, mais je pense pas que c'est quelque chose qu'on t'ait attribué. Je pense qu'on t'a attribué on t'a un peu une image de ce que tu n'es pas. Et est-ce que tu penses pas que justement le fait d'être assez authentique pour mettre en avant toute ta personne, ça t'aurait pas peut-être permis de gagner au change. Donc oui, peut-être je suis orgueilleux, oui, peut-être des fois je pète les plombs, oui, peut-être des fois je suis impulsif. Mais par contre, une chose qu'on peut pas m'enlever, c'est que je bosse dur et que je bosse potentiellement plus dur que ceux qui y a autour de moi, ce qui fait que ça équilibre un peu l'image que t'as. Est-ce que tu penses que ça aurait joué ou pas? Je pense que je vais te dire un truc. Quand tu vois quelqu'un d'authentique, il y a deux chemins en fait. Soit le premier chemin, c'est il me fait peur parce qu'il a trop de il a trop de personnalité et je vais avoir du mal à le contrôler. Soit il a trop de personnalité, mais j'en ai aussi, je vais le canaliser. Et malheureusement, moi je vais te dire un truc. Tu penses pas qu'il y en a une troisième où on peut juste être accepté? Moi je Je te pense demande pas. de ton expérience. Hein. Non, Okay. moi je pense pas. Je pense pas parce que je vais te dire un truc. Les gens ils sont pas prêts à ça. Ils sont juste pas prêts à regarder un individu et lui dire je sens qu'il a confiance en lui, j'aime ça. Tu vois, je sens que le mec qui dégage un truc, c'est fort, tu vois, en termes de personnalité. Les gens, ils aiment pas ça. Parce que les gens, ils veulent pas se servir de ça. Les gens, ils veulent dire quoi? Regarde comment il se la raconte. Regarde comment il est arrogant. Regarde comment il parle. Tu vois, les gens en général, de ce que j'ai vu, malheureusement, c'est pas, je dramatise pas, j'extrapole pas, mais ce que j'ai vu dans les yeux des gens à chaque fois, quand ça me concernait, c'était, tu te prends pour ce que t'es pas. Mais le problème, c'est que tout ce que j'ai dit dans ma carrière, j'ai toujours assumé. Tu vois, il n'y a pas un seul moment où, quand j'ouvrais ma bouche, tu arrivais sur le terrain et tu voyais que j'avais peur, ou que je voulais de la retenue, ou que, tu vois, je voulais pas assumer mes responsabilités, ou quand il y avait des grands matchs, je voulais me cacher. Tu vois ce que je veux dire? J'ai toujours eu cet orgueil de me dire, aujourd'hui, je vais leur montrer qui je suis. Et tu penses pas que est-ce que c'est pas non plus peut-être le piège à l'inverse en fait, d'avoir un avis biaisé parce qu'on entend. Ça veut dire que je prends par exemple un exemple parfait. Kylian Mbappé sur cette saison. Où il commence la saison, ça se passe pas bien, et là, t'as tout le monde qui lui tombe dessus. Enfin, vous avez vu, il était arrogant, maintenant retour de flamme. Regardez, il arrive pas à marquer, regardez, il arrive pas ci, il arrive pas ça. Ça, c'est le bruit qu'on entend. Mais je reste persuadé, moi, qu'il avait quand même à ce moment-là, plus de fans que de haters, on va dire. Ouais, mais parce que comme je te dis, donc je dis juste pour conclure, si au final il a plus de fans que de haters, peut-être que ceux qui l'aiment pas sont plus bruyants. Mais au final, quand on fait les comptes, il y a plus de gens qui le supportent. Même dans cette période-là, le joueur dit arrogant, le joueur qui parle beaucoup, mais qui quand il est pas bon, il vient, il dit j'ai pas été bon. Et je pense qu'au final, il y a plus de gens qui regardent et qui respectent ça que de gens qui sont des rageux comme tu le décris là. Parce que ces gens-là, ils sont les plus bruyants. Honnêtement, je suis pas d'accord sur ce que tu dis parce que honnêtement, je trouve qu'il y a, dans cette phase-là où il était pas performant, je trouve qu'il y avait plus de personnes qui étaient là en train de vouloir lui taper sur les doigts plutôt que de dire il va se relever, tu vois. Je pense que en termes de gens qui voulaient son bien, si on doit faire un pourcentage, j'évaluerais à 30%. Tu vois. Moi, j'évaluerais à 30% parce que je vais pas te dire que j'étais dans sa position parce que j'ai pas l'aura qu'il a, tu vois, je suis pas le type de joueur qu'il est, mais je sais que à partir du moment où tu assumes d'être toi, tu assumes d'être authentique, tu assumes tout simplement les choses. Tu assumes de dire aujourd'hui, je vais mettre tout le monde d'accord. Le match il se termine, vous avez dit quoi? Ouais. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et puis le problème c'est que quand ça arrive, cette personne qui n'a pas cette personne qui n'a pas cette faculté mentale de prendre cette responsabilité, de prendre quelque chose,
de dire aujourd'hui c'est moi qui domine. Comment tu veux que cette personne-là, elle soit dans le soutien d'un joueur comme ça? Parce qu'en fait, comme psychologiquement parlant, elle n'a jamais été capable d'assumer, elle peut pas se mettre du côté d'un joueur parce qu'elle ne le comprend pas. Ouais. Donc, en gros, pour cette personne-là, elle s'est toujours rangée derrière les autres. Elle s'est toujours rangée derrière des excuses. Elle s'est toujours rangée derrière des peut-être, des si. Donc, dès que tu rencontres une personne avec de la personnalité, de l'authenticité, du caractère, tu te dis, mais il est arrogant, mais il a la grosse tête. Parce que les gens, ils connaissent pas ce vrai désir, tu vois. Ce feu que t'as en toi où tu te dis, c'est moi et c'est pas les autres. Parce que je peux te le dire, hein, quand t'es joueur de foot, pas une seule seconde, tu peux te dire que le mec à côté de toi, il est plus fort que toi. Chaque seconde où tu vas te lever le matin, tu vas dire, c'est moi le meilleur. C'est moi le meilleur. Je vais agir comme si j'étais le meilleur et je suis le meilleur. Tous les jours, je suis le meilleur. Et je vais me comporter comme si j'étais le meilleur. Et je vais m'en persuader tous les jours. Parce que les gens, ce qu'ils comprennent pas, ils pensent que devenir footballeur de haut niveau, c'est, tu vois. Mais le problème, c'est que c'est pas comme ça, tu vois. Déjà, arriver footballeur de haut niveau, c'est dur. Mais rester footballeur de haut niveau, c'est encore plus dur. Et t'as dit un truc qui m'a interpellé quand tu dis, quand t'es joueur de foot, t'es obligé, quand tu veux faire de ça ton métier, tu veux aller le plus haut possible. Je pense quand t'es dans cette phase-là, t'es obligé de te persuader que t'es le meilleur. T'es obligé d'arriver sur le terrain en te disant je vais éteindre tout le monde. T'as dit il te faut ça si tu veux devenir professionnel et il te faut ça si tu veux rester professionnel. Parce qu'il y a ces deux gros axes-là pour lancer une carrière. Toi, pour lancer ta carrière avant que tu deviennes professionnel, est-ce que cette mentalité-là, tu l'avais tout le temps ou il y a eu un moment où tu as été forcé de la développer parce que tu t'es rendu compte que ah ouais là je suis trop gentil en fait. Je suis en train de me faire passer devant. Je vais te raconter le cursus que ça va être vite fait. Depuis l'âge de 12 ans, je mets des écouteurs et je vais courir seul. Plein de fois, j'ai été incompris dans ma vie où les gens ils m'ont regardé, ils m'ont dit mais qu'est-ce qu'il fait à son âge? Et moi, je cherchais pas à être compris. Je savais où je voulais aller. Sauf qu'en fait, j'ai été couvé et surprotégé par ma famille, tu vois. Quand je suis rentré au centre de formation, j'ai découvert des gens qui n'avaient pas la même éducation que moi. À Marseille ou à Monaco. Marseille? À Monaco. Okay. Tu vois, j'ai découvert des gens qui n'avaient pas la même éducation que moi. J'ai découvert que eux, ils avaient faim. Et moi, je pensais que j'avais faim, mais j'avais pas faim. Donc, pendant 1 an, ma première saison à Monaco, pas physiquement, mais mentalement, j'ai craqué. Parce que j'ai découvert et je me le suis avoué que j'avais pas cette dalle que eux, ils avaient. Et je me suis dit, je suis faible. Et tu sais, pour t'avouer à toi-même, de te dire que tu es faible, quand toute ta vie, tu t'es dit, je suis plus fort, je vais assumer, je suis un homme, et que d'un coup, tu prends un uppercut comme ça et tu es dans les cordes, tu vois. Des actions à 1 mètre, je l'ai manqué. Parce que psychologiquement, j'ai été un manque de confiance incroyable. Et puis, tu vois, le fait d'avoir dormi avec eux, d'avoir mangé avec eux, tu vois, de les avoir côtoyés, le fait parfois qu'ils soient durs avec moi, le fait parfois où, comme je te dis, j'étais tellement gentil avec les gens, empathique. Et bien, inconsciemment, petit à petit, j'ai commencé à m'imprégner d'eux, tu vois. J'ai commencé à voir comment ils voyaient les choses, agir, tu vois, répondre, tu vois, les valeurs de respect, les valeurs de, tu vois, tous ces petits détails qui fait que la vie, tu évolues en tant qu'homme, mais tu évolues en tant que pro, tu vois, en tant qu'athlète. Et quelque part, c'est grâce à eux que j'ai évolué en tant qu'homme. Parce que moi, j'étais quelqu'un de très, j'étais dans le partage, j'étais très gentil, mais je voyais jamais le négatif. Tu vois, j'avais suis quelqu'un qui a toujours eu un bon cœur. Mais j'étais pas méchant. Tu vois, j'étais pas capable d'être méchant. Et ben grâce à eux, je suis devenu méchant. Et puis il m'a fallu 1 année pour comprendre. Et puis la 2e année, là, ça m'a fait un tilt, tu vois. Je suis arrivé avec des vraies intentions, une vraie mentale, une vraie envie, la dalle, tu vois, la rage. J'étais un sauvage, tu vois. Ouais. Mais la première, j'étais un chat. Ok, je vois. Et est-ce que une fois que ce déclic-là il se fait, bon, on avance. Comme je t'ai dit, d'habitude, là, avec la plupart des mecs, on retrace le parcours. Mais comme je t'ai dit, j'ai regardé des entrevues de toi et je pense que tu l'as fait assez pour qu'on puisse avoir une conversation plus éduquée, plus intéressante et qui peut potentiellement plus apprendre aux gens parce que t'as le recul et t'es encore actif aujourd'hui. Une fois que donc tu décroches ton contrat pro à Monaco, etc. Est-ce qu'il y a un deuxième moment où tu te dis bon, au début t'arrives à Monaco, t'es trop gentil. Première année, tu prends une claque, uppercut, déclic, vas-y, faut sortir les crocs, faut aller chercher ce contrat pro. Est-ce qu'il y a un deuxième moment où tu te rends compte que
t'as sorti les crocs, mais là, il faut sortir les griffes en plus, ou à partir de là, ça va tout droit. Est-ce qu'il y a Ben, un deuxième déclic à avoir? je pense que dès que tu arrives dans un groupe pro, tu découvres qu'en fait, les mecs, font pas de cadeaux. Et tu penses que là, tu dis, bon, pour franchir le dernier palier, soit j'enfonce la porte, soit je reste devant, tu vois. Ouais, ok. Sauf que pour enfoncer la porte, je dois arriver avec le respect et les valeurs. Sauf que quand ça siffle, il faut que j'écrase des têtes, tu vois. Et pour ça, en fait, ça demande, je peux te dire que plein de fois, je suis sorti des entraînements, j'avais des hématomes dans les tibias, je prenais des droites dans la tête. Tu vois, ce truc de jeune où hiérarchiquement, t'es toujours en dessous. La Et photo, avant de faire tes on la premiers siffle pas matchs, pour toi, la photo, à l'entraînement, on la siffle jamais pour toi. tu vois, et le truc, c'est qu'en fait, c'est soit tu persistes et tu te bats dans cette mentale de te dire, j'accepte de prendre des coups, j'accepte de sortir avec des hématomes, j'accepte de sortir avec de la souffrance, mais je vais continuer à faire ce que je fais. Ou je vais plier. C'est-à-dire que dès que je vais prendre des coups, je vais me ranger du côté et puis je vais être politiquement correct pour pas faire de bruit, tu vois, pas faire de vagues, pas inquiéter. Mais tu vois, je veux dire, quand j'étais le jeune qui arrivait, les pros, ils regardaient, ils disaient, putain, je tremble. Parce que le petit, là, il recule pas. Ouais, Même ouais, si ouais, on ouais, lui met ouais. des coups, il est là, il assume, tu vois. Il se relève, il parle pas, il y va encore, il y va encore, tu vois ce que je veux dire? Têtu, déterminé, tu vois. Et quand t'es dans ce mood-là, après, ils comprennent, tu vois ce que je veux dire? Et quand ils l'ont compris, après, ils commencent à te respecter. Ouais, je vois. Tu vois, parce que la génération de pros d'avant, t'es pas la même génération de pros d'aujourd'hui. Avant, quand tu rentrais dans un groupe pro, on t'accueillait pas les bras ouverts. C'était, fais tes preuves, après, tu auras le droit à la parole, tu vois. Nous, on était jeunes, on n'était pas dans le vestiaire avec eux, on était juste dans le couloir. Quand on Ouais, je parlait, vois. tu vois, quand on parlait, on attendait, euh, tu vois. Si on allait sur la table de soins, dès qu'il y en a un qui arrivait, on se levait. Tu vois, tous ces trucs où, en gros, voilà, tu vois, il y avait pas, on n'avait pas le droit à la parole. Donc, en gros, c'était, les gars, on va se venger sur le terrain, mais après, on va porter le but, on va laver les crampons, on va faire tout ça, tu vois. Mais, en contrepartie, sur le terrain, il va falloir qu'on existe. Et pour qu'on existe, il va falloir qu'on s'assume, tu vois. C'était pas comme aujourd'hui où les jeunes, ils arrivent, tu vois. Comme moi, j'ai dit au début, j'étais dans un buzz avec Saint-Maximin, tu vois. Et le problème, c'est qu'à chaque fois, quand j'ai parlé de lui, les gens, ils ont mal interprété mes paroles et qui pensent qu'à un moment donné, les gens, que moi, je suis en conflit avec Saint-Maximin, tu vois. C'est qu'à un moment donné, moi, j'ai pas subi la même entrée que lui dans le game, tu vois ce que je veux dire. Et quand moi, j'ai voulu l'aider, lui, il a été arrogant avec moi, tu vois ce que je veux dire. Comme si en gros, lui, il avait fait mieux que moi. Et à un moment donné, moi, j'ai juste voulu que, tu vois, moi, je suis là pour t'aider à t'intégrer, mais je suis pas prêt à que tu viennes me manquer de respect, tu vois. Parce qu'à un moment donné, moi, je suis là pour te montrer aussi comment il faut être un professionnel. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, entre-temps, la génération, elle a changé, le foot, il a changé. Tu vois ce que je veux dire? Et à un moment donné, il faut prendre la mesure du nouveau football. Où en gros, un jeune, il arrive, il va te parler d'argent avant de parler de football. Et toi, t'es là, tu dis, mais je comprends, j'arrive pas à avoir ta vision, tu vois. Ouais, je vois. Parce Ouais, et, que notre vision à nous, c'était, on vient, on se bagarre, et après on récolte. Vous, c'est non, on récolte, et après peut-être on se bagarre. Tu vois ce que je veux dire? ouais, je vois. Donc parfois quand on arrive à l'entraînement avec des jeunes, ben souvent ça se fritait parce que quand ils arrivaient, c'était pas avec des bonnes intentions, tu vois. Quand ils arrivaient, ils pensaient déjà qu'on leur devait quelque chose, tandis que non, tu es là pour nous devoir à nous. Et ensuite, tu vois, c'est pour ça que ça a été compliqué, tu vois. Ouais, L'intégration avec la nouvelle génération, honnêtement, mon intégration avec la nouvelle génération, ça a été compliqué parce que c'est très rare où j'ai vu des jeunes avoir des vraies valeurs, tu vois. Mais des valeurs, je te dis, où je suis là, moi, en étant humble, mais je veux vous montrer qui je suis. Tu vois, ce genre de personnalité, non. Ouais, ouais, je vois. En général, ça a toujours été des jeunes qui voulaient ressembler aux jeunes de la nouvelle génération, tu vois. Où ça parle de bling-bling, de voitures, de sable, de trucs, mais ça parle pas foot. Ouais, le foot, il y a d'autres, en fait, il y a d'autres motivations que juste le terrain dans la raison de vouloir être footballeur. Ben, je te dis, moi, quand j'étais footballeur, j'avais une Clio 3 Champagne, elle était écrasée. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Ma Clio 3 Champagne écrasée, j'ai pris une série 1. Après dès que j'ai fait 30 matchs, j'ai pris un 330. Je suis arrivé à ma deuxième saison, j'ai pris un X6. Tu vois ce que je veux dire? Un petit, il arrive, je m'en souviens comme si c'était hier. Terence Makengo, il s'appelle. Je vois, le petit, il a pas fait un match en pro, il se ramène avec un 330 XD. Je pourrais lui demander.
Le petit, je le regarde comme ça. Je dis, wesh. Je dis, mais c'est un truc de fou. Tu vois, et là, je me dis, waouh, ça, wesh, y a rien qui t'interpelle, là. Mais c'est là où je te dis que je vois que les générations elles changent parce que si c'était arrivé à l'époque de nos pros à nous, le mec, il lui dit quoi? Il lui dit, garçon, t'as une semaine pour vendre la voiture. Passé une semaine, c'est fini pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Mais je cette vois. méthode-là, elle n'existait plus. Ouais. Tu vois ce que je Ouais. veux dire? Cette méthode-là, elle n'existait plus. Donc, comment toi, tu vas expliquer à un jeune de la nouvelle génération ce que toi, t'as vécu? Eux, ils vont dire, mais qu'est-ce que tu me racontes? T'es un malade. On va aller aux soins. Ouais. Ouais, ouais, Exemple, on va genre. aller aux soins. On va aller aux soins. C'est toujours les anciens qui passent en premier et tout. Le petit, il est sur la table de massage. Il te voit arriver. Le petit, il bouge pas. Toi, t'es là, tu dis, oh, il y a un problème, là. J'ai dit, il croit quoi, lui? En fait, il arrive, il vient. Tu vois, c'est ce respect de la hiérarchie. C'est ça, moi, qui m'a le plus fait mal dans cette nouvelle génération, c'est le respect de la hiérarchie. Qu'un petit, il était, tu vois, qu'un petit, ça soit une star, ce que tu veux. Moi, j'aime quand un joueur, il vient dans la vie de tous les jours. Il est tranquille. Il n'a pas besoin de chanter, de faire la musique. Il est là. Moi, tu vois, tu parles avec un mec lambda, il n'y a pas de souci, on échange une discussion, tout ce que tu veux. Mais sur le terrain, je vais te montrer. Les petits, non. Les petits, pourquoi tu me parles, toi? T'as pas de BM, t'as pas de Mercedes, t'es pas habillé en Gucci, t'es pas en Givenchy, Ouais, je vois. tu vas pas à Dubaï, nanani, qu'est-ce que tu vas parler avec moi? Déjà, C'est moi, c'est d'autres codes. C'est tu vois, d'autres codes parce moi, je peux qu'après, pas te dire dis-moi. je peux pas te dire le nom de joueur, des noms de joueurs, mais il y a des joueurs, des jeunes, ils arrivaient, ils me disaient, yo, si je prends un X6, tu penses qu'on va me respecter? Moi, j'étais là, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu me racontes, toi? T'as 18 ans, t'es en train de me dire que si t'achètes une voiture, tu penses que tu vas gagner le respect en achetant une voiture. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Est-ce que tu penses que c'est, si on laisse de côté, on va dire la stupidité de la réflexion. Parce que je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à creuser là. Est-ce que le petit, on le respecte plus s'il a un X6? Je te dis pas toi, mais je dis dans le foot actuel. Parce Ouais, que mais moi, si ça se trouve dans sa question, la réflexion, elle est stupide de se dire, attends, gagne ton respect sur le terrain. Pourquoi tu me parles d'un X6? Ça a rien à voir. Mais si ça se trouve, le gars, s'il vient avec un X6, peut-être on le regarde autrement. Donc, est-ce qu'elle est pas fondée, sa réflexion, au final? ben, moi, ce que je vais te dire, c'est que, tu sais, il y a différentes catégories de personnes dans la vie. Tu vois? Il y a les amateurs, il y a les pros, il y a les compétiteurs, tu vois? Donc, à un moment donné, tu peux pas blaguer. Tu peux blaguer les amateurs, tu peux blaguer les pros, mais tu peux pas blaguer les compétiteurs. Parce qu'on respire, tu vois, le truc, c'est qu'on respire tous la même odeur de sang. Quand on sent qu'il y a un mec qui est de la même catégorie et de la même race que nous, on le ressent. Ouais, je vois. Je pense que quand un petit va arriver, il va vouloir nous dire à nous, si je fais ça, tu penses qu'on va le regarder comment, nous? Nous, Oui. nous, on va se regarder entre nous, on va rigoler. Ouais. Mais en Parce fait, que je pour, dis, je parce que parlais, pour, ouais, dis-moi, continue. parce que pour nous, moi, je te parle du côté athlétique, hein. Moi, je te parle du Oui. côté professionnel. Mais par contre, aux yeux des gens lambda, quand ils vont voir un jeune avec une belle voiture, ils vont le valoriser du style, waouh, regardez la voiture qu'il a. Mais c'est pas pour les bonnes raisons qu'ils vont le valoriser. Ça sera juste c'est juste sur ce côté monétisable, tu vois. Ça Ouais. sera pas dans l'aspect de se dire, oh, le mec, il a réussi. C'est juste le fait de se dire, waouh, c'est un joueur de foot, hein, il a une belle voiture, hein. Mais la question, c'est qu'on fait quoi, en Ouais. fait? Mais tu sais, je posais la question parce que j'entends, il y a comme différentes réalités dans différents contextes, dans différentes cultures, mais il y a des vestiaires où, à l'inverse, tu peux avoir un peu une pression de, vas-y, je suis les codes un peu, faut que, je reviens pas avec ton Clio. Et je dis ça parce que je me dis, si ça se trouve, le petit jeune, il se dit qu'en fait, j'ai besoin de ça pour, si ça se trouve, il est dans un contexte où il a besoin de ça pour pas faire tâche, pour faciliter son intégration. Ouais, mais Mais ce là que où je je veux te pense que dire, tu as c'est raison au que, final, c'est que tu fais bien la distinction, c'est qu'au final, les gens desquels il va gagner le respect en ayant le X6, c'est pas les bonnes personnes. Même dans le vestiaire, ceux que tu vas peut-être convaincre en faisant ça, c'est ça. c'est pas les bons. C'est ceux dont la vie compte pas au final. C'est ça. Tu Donc penses que ouais. si demain on est là, on est dans une arène et qu'on est 5 à boxer et que j'envoie un se cacher et qu'après il dit qu'il a gagné. Mais non, t'as pas gagné. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Nous, tous les quatre, on va se regarder. Tous les L'analogie, quatre, elle on est va se bonne. regarder. On va se regarder, on va se dire, ok, on va lui donner le mérite parce que on voit qu'il le veut. Mais nous, on n'a pas besoin de parler. Ouais, on sait Tu vois, qui est qui. on n'est pas dans ce truc où on veut revendiquer notre victoire. Parce qu'on n'en a pas besoin. Parce qu'on l'a vécu, on le ressent.
tu vois. Et ces personnes-là, ils veulent juste revendiquer leur richesse pour qu'à un moment donné, ils aient cet avis qu'on dise waouh. Mais quand tu fais ça, c'est comme je dis, moi, je me suis toujours méfié des gens qui parlaient pas. Parce que les gens qui chantaient, pour moi, ça m'inquiétait pas, tu vois. Parce que je me suis dit, ça m'inquiète pas. Parce que je sais qu'au final, lui, on va en faire des confettis. Tandis que le mec qui parle pas, qui arrive, qui fait pas de bruit, qui vient toujours à sa salle, qui fait toujours son job, qui est sérieux, tout ça, je me dis, putain, lui, il est dangereux. Il est dangereux parce qu'en fait, il est déterminé, tu vois. Il a un but, ça se voit. Même s'il a un peu moins de talent, à court terme, il peut perdre. Mais à long terme, il perdra jamais. Ouais. Puis je pense que c'est la différence, tu mets le doigt dessus, c'est la différence entre vouloir revendiquer le statut de pro et être le pro, tu sais, que tu décrivais comme le compétiteur, être ce gars-là, je pense qu'il y a une différence entre les deux. Et tu vois ce que tu dis, ça me parle parce que il y a même des mecs que j'ai croisés qui sont aux portes de signer le contrat pro, qui ratent le coche, par exemple. Mais comme leurs potes, eux, ils ont signé pro, bah, ils s'habillent comme leurs potes qui, eux, ont signé pro. Ou ils font les choses comme ceux qui ont signé pro. Et ça rejoint le truc où tu dis, ça, c'est une manière de revendiquer le statut. Mais si t'es focus sur l'objectif, le réel objectif qui devrait t'animer, on va dire, ou je dirais même pas qui devrait t'animer, parce qu'au final, chacun fait son truc, mais qui, moi, m'animait à un certain moment, puis maintenant, moi, c'est le foot, j'ai plus d'objectif, je suis trop claqué, mais qui m'animait moi et que j'encouragerais quelqu'un à ce que ça l'anime. Demain, si mon fils, il me dit qu'il veut faire une carrière dans le foot, il faut que ce soit ça qui l'anime. Si c'est la partie statut, je dis gros, va faire autre chose, ça vaut pas la peine. Si c'est ce côté, ouais, compétiteur, avoir ce statut-là, je pense que t'as vraiment mis le doigt dessus sur le fait que il y a pas de détour en fait pour aller chercher ça. Ça se passe, ça va se gagner dans le sang. Le problème, c'est que tu parles à une personne qui en fait j'ai dédié ma vie pour réussir. Donc en gros, chaque jour que je me suis levé, j'ai toujours tout donné, tu vois. J'ai jamais eu d'excuses en fait. J'ai jamais eu pris de subterfuge. J'ai jamais léché le cul de quelqu'un. Jamais été, tu vois, j'ai jamais été. Parce que moi j'en connais énormément des joueurs qui ont eu des facilités à grandir. J'en ai jamais eu. Pas une seule seconde de ma vie on m'a fait un cadeau. Pas une seule. Et même comme tu dis, avec tout ce que j'ai traversé dans ma vie, les trahisons, les injustices, j'ai toujours été là. Mais les gens ils savent pas la force de caractère et la détermination qu'il faut pour rester au niveau durant tant d'années. Parce que dis-toi qu'à chaque seconde on aurait pu m'éteindre. À chaque seconde j'aurais pu disparaître. À chaque seconde on me disait là toujours la même chose. Mais pourquoi tu travailles, t'es remplaçant, tu vas pas jouer. Mais moi, ils savaient pas que moi, j'attendais ça. J'attendais pas ça, j'attendais juste ça. Et quand j'avais ça, but. On me redonnait, but. Quand j'étais à un moment donné, dans les journaux, on m'appelait Lucky Luke. Frérot, je vais te dire un truc, anecdote. Première année où je vais à Saint-Etienne, Galtier, il fait jouer les meilleurs. Il veut qu'on gagne. On gagne la Coupe de la Ligue. Et il veut qu'on gagne. Donc, il a le meilleur 11 possible. Donc là, je me dis, c'est bon, on est dans la compétitivité. C'est bon, je vais grailler, tu vois. Deuxième année, pas le même délire. On est dans le business. Et quand on est dans le business, là, je me dis, là, c'est chaud pour mes cotes. Parce que il y a un mec qui arrive, il coûte plus cher que moi. À un moment donné, faut justifier pourquoi ça a venu, les contre-performances. Donc, des fois, je vais sur le banc que je mérite pas. Le mec, il joue. Des stats, c'est pas ça. À un moment donné, il se blesse. Vas-y, Johan. Entrée à Lorient, but, 3 points. Metz, match d'après, but, 3 points. Match d'après, on joue Lyon. Tu connais, j'ai rapporté 6 points au club. Là, il peut pas se cacher. Ouais. Il peut pas dire, Johan, il est contre-performant, tout ça. Moi, j'essaye de mettre dans cette position, tu vois, inconfortable. Ouais. Pour me mettre, tu vois. Lui forcer la main. Toute la semaine, il arrive, il me dit, ouais, yo, ce week-end, tu vas jouer comme ça. On va jouer Lyon. Il sort la liste. Molo, à la maison. Tu captes? Parce qu'il s'est dit quoi? 2 fois, il me l'a fait. Donc là, s'il me le fait encore une 3e fois, je vais être obligé de le mettre titulaire s'il brille. Sauf que si je le mets titulaire, le mec que j'ai acheté et qui n'a pas été à la hauteur, va falloir que je le couche. Et si je le couche, ma direction va venir me voir et va me dire c'est comment maintenant? Tu nous fais acheter ce joueur 5 millions, au final c'est qui? Tu vois ce délire? C'était pas une politique où en gros on démarrait tous à armes égales. Ouais, je vois. Il y avait des statuts. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, le problème du football que les gens ils connaissent pas, c'est ce problème-là en fait, du business. Se dire j'achète un joueur 10 millions d'euros, je peux pas me permettre de le mettre sur le banc. Il faut que je le rentabilise. Parce que si je le mets trop sur le banc, il va décoter. S'il décote,
je vais le revendre à la baisse. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, dans ce football business, les gens, ils comprennent pas tous les tenants et les aboutissants parce que pour eux, quand tu es sur le banc, c'est synonyme de faiblesse. Ouais, je vois. Mais tu vois ce que je veux dire? Ils ont pas ce truc, ils ont pas cette maturité footballistique de se poser les bonnes questions, tu vois. Les vrais connaisseurs de foot, quand ils te voient, ils savent. Putain, Molo, il est sur le banc. Putain, il mérite pas d'être sur le banc. Mais t'en as d'autres. Ah non, il est pas bon. Ouais, Il est pas bon, il est sur le banc. ils s'arrêtent au nom ou au statut. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et le ouais, je vois. problème, c'est que quand tu vis ces positions d'injustice, il y a deux solutions. Soit tu te noies dans la luxure, et en gros, Hmm. à chaque fois que tu joues pas, à chaque fois que tu fais pas que t'as pas de résultat escompté, bah, je vais m'acheter une voiture. Ah, je vais m'acheter 3 4 000 euros d'habits. Juste Ah, pour se faire remonter son tu vois estime. ce que je veux dire? Sentir bien, ouais. Pour remonter mon estime et me dire, regardez qui je suis, j'ai l'oseille. J'ai l'oseille, j'ai les voitures, j'ai les montres, mais j'ai pas l'essentiel. Hmm. J'ai pas ce pourquoi on me paye. Et en deux, t'as Johan, qui, tous les soirs, à 8 heures du soir, personne ne le savait. Il allait à Saint-Étienne dans une cité faire de la boxe. Hmm. De 8 heures à 10 heures du soir, et mon Johan, il allait à la boxe. Il allait prendre des coups, il allait frapper un sac, il allait transpirer parce qu'en gros, il était remplaçant. Et en gros, il avait pas de temps de jeu. Mais Johan, il se posait juste une question. Le fait de se dire, si demain j'ai 15 minutes de jeu, est-ce que je suis prêt? Non, je suis pas prêt. Donc, je vais essayer de me donner les moyens d'être prêt. Hmm. Donc, au lieu de me noyer dans quelque chose que moi, je veux pas, je vais juste me taire, attendre et travailler. Continuer à travailler, continuer à travailler. En attendant une opportunité, tu vois. Et ça, j'ai fait ça toute ma vie. Tu vois, sur des fois où, tu vois, quand il y avait des clubs qui voulaient me mettre à la porte, ils arrivaient, ils me donnaient une montre, ils me disaient, tu vois ça? Ben, pendant 2 mois, ça va être ton meilleur ami. Hmm. Et quand ils me voyaient faire, ils se disaient, mais t'es incassable. Je dis, Ouais, ouais, je bon, suis incassable. on voulait que tu craques, mais en fait, Je dis, c'est incassable. Je dis, parce que tu pourras me mettre dans un trou pendant 2 mois, je ne crierai jamais au secours. et Parce que, c'est quoi comme j'ai commencé en disant ça, je savais pas que ça, potentiellement, ça pourrait prendre une place aussi importante, mais c'est un truc, moi, qui monte beaucoup dans ma tête, dans mes réflexions en ce moment. Les histoires qu'on se raconte. C'est quoi ton histoire? Pour, ah, qu'est-ce que tu te dis en ces moments-là? Parce que je pense que les mots en qu'on fait, je vais te utilise, dire les un histoires qu'on se truc. raconte, elles sont importantes. Tu sais, t'as donné des anecdotes de quand on est dans l'arène, le foot c'est la guerre. C'est quoi l'histoire que tu te racontes? Parce que j'ai pas l'impression que tu me parles quand je Frérot, je t'écoute vais te là, dire un truc. Non, comme un mais joueur de foot. je vais te dire un truc et tu vas te rendre compte à quel point je vais loin pour une seule personne. Tout ça, ça a été, on va dire, ça a été pour mon père. Hmm. Tout. Tu vois, c'est une histoire où tu vois, en fait, un enfant reconnaissant de la rue, tu vois, où en gros, les gens, ils ont tout fait pour moi, hein, ou ma mère, elle a tout fait pour moi, ma sœur, tu vois. Et en fait, mon seul, mon leitmotiv, ça a été de me dire, est-ce que je veux rentrer chez moi? Est-ce que je veux rentrer chez moi la tête baissée? Ou est-ce que je veux leur faire honneur? Et Hmm. puis, quand la fin du film, elle arrivera, je les regarderai dans les yeux et je leur dirai, j'ai fait ce qu'il y avait à faire, tu vois. Donc, à chaque fois quand c'était dur, à chaque fois quand je souffrais, à chaque fois que, tu vois, je vivais des moments où c'était intense, tu vois, la souffrance, elle était tellement intense que ça me brûlait de l'intérieur. À chaque fois, je me disais, je le fais pour Dieu, mais je le fais aussi pour ma famille, tu vois. Hmm. Donc, dès que je me posais ces deux questions, c'est comme si j'avais un regain d'énergie, tu vois. C'est Et comme si toute cette colère, elle se transformait en détermination, mais hmm. obscure, tu vois. Parce que je peux pas te dire que plusieurs fois dans ma vie, j'ai été heureux de vivre ces moments-là, j'ai souffert, mais en silence, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Mais je me suis toujours dit la même chose. Je veux qu'il soit fier de moi, tu vois. Je veux que, quand on va se regarder dans les yeux, je veux qu'il me dise, mon fils, j'ai été fier de toi, tu vois ce que je veux dire? Hmm. De ton comportement, de ton courage, tu vois, de tout ça, en fait. Et Et, pourquoi ton père, si c'est pas indiscret? Parce que parce que, je dis ça parce que c'est un truc, pour le coup, c'est un truc vraiment français. Moi, je sais même pas dire avant qu'on commence. Moi, je suis né en Suisse, j'ai grandi au Canada, je suis en France depuis 2016. Donc, j'ai comme découvert la culture française depuis 2016. Et en France, ah, c'est la daronne. La daronne, la daronne, la daronne. frérot, mais ouais, mais moi, je Et c'est le suis, premier truc que les gens sortent. Et toi, tu dis ton père, et moi, j'ai un peu le même, je me vois là-dedans, en fait. en Ou, fait, moi, je t'explique, moi, je suis gitan ouais, italien. ok, Ma mère, elle est gitane, mon père, il est italien. Et chez nous, on va dire le rôle de l'homme, c'est un peu le rôle de protecteur, tu vois. c'est clair.
C'est un peu le mec qui va donner la température de la vague, tu vois ce que je veux dire? Ma mère, elle a des épaules super larges, tu vois. Mais mon père, grâce à ma mère, tu vois, parce que ma mère, elle s'est sacrifiée pour moi parce qu'elle travaillait tout le temps, mon père, il m'a dédicacé chaque seconde de sa vie. De partout où j'étais, il était. Tout ce que je devais, il a toujours été là pour moi. Tu vois, et moi, ça a toujours été, un jour, je serai reconnaissant, en fait. Ok. Je t'ai partagé ma théorie sur le fait on va dire qu'une carrière, elle démarre sur le terrain, elle se construit aussi sur le terrain, mais je pense qu'elle prend de l'ampleur avec tout ce qu'il y a autour. Je voulais avoir ton avis. J'ai six, il manque un doigt, six aspects qui jouent dans cette carrière-là. Je te les shoot, je te les donne, et puis tu me dis s'il m'en manque ou lesquels tu modifierais. Donc j'ai parlé de gestion de l'image, ça on en a parlé. Je pense que c'est quelque chose qui est important. J'ai parlé de l'entourage. Quand je parle de l'entourage, je parle pas de l'entourage professionnel. Je parle pas de ton prépa, de ton kiné, de ton agent. Je parle des gens qui sont importants dans ta vie personnelle. Et puis là, tu viens de m'en parler avec ta famille qui prend une grosse place. Moi, c'est dans mon éducation aussi. Je peux échouer tout ce que je veux dans ma vie, échouer les relations que j'ai avec les gens de ma famille, ça c'est non négociable. Tu vois, c'est des valeurs qu'on m'a inculquées. J'ai la gestion des émotions. Gestion de l'image, l'entourage, j'ai la gestion des émotions, j'ai l'argent, j'ai les relations avec les agents. Et finalement, j'en ai 5. J'en ai pas 6, j'en avais 5. Est-ce que tu penses qu'il m'en manque pour d'autres aspects qui font que ta carrière, elle passe ou elle casse, en fait? Le travail. Ça, pour moi, c'est sur le terrain. J'ai dit tout ce qui est annexe à vraiment la pratique, parce que c'est le plus gros. Tout ça, pour moi, est important, mais je pense que le terrain reste numéro 1. Moi, je dirais... Ouais, dis-moi. Comment on appelle ça? Moi, je dirais ta Bible. Dans le sens, quand je dis Bible, c'est... Je pense que dans la vie, pour réussir, tu as besoin de structure. Tu as besoin d'avoir des règles. Tu as besoin d'avoir un organigramme. Tu as besoin d'être réglé. Tu as besoin d'avoir un quotidien. Tu as besoin d'avoir des habitudes. Tu as besoin d'avoir un rythme. Tu vois? Tu as besoin de te dire, l'entraînement est là à telle heure, c'est non négociable. À 10 heures, à 8 heures, je dois être là. L'entraînement, il termine. La sieste, c'est non négociable. La salle, c'est non négociable. Le kiné, c'est non négociable. La diététique, c'est non négociable. Tu vois? Pas boire d'alcool, c'est non négociable. Pas fumer, c'est non négociable. Tu vois, c'est plein de petites règles qui font que petits détails, tu vois? Petits détails. La culture que tu t'imposes. Parce qu'en fait, comme je dis dans le rôle de la tortue et du lièvre, moi, j'aurais aimé être le lièvre, mais j'ai toujours été la tortue. J'ai toujours visé le long terme, mais jamais le court terme. Donc, en gros, j'ai cette ténacité à tenir, en fait. À tenir un organigramme le plus longtemps possible. À être endurant, tu vois. Parce que quand je regardais tous les mecs, j'ai dit, regarde mes saisons, moi, je fais toujours des saisons complètes. Quand il y en a qui se blessent en cours de saison et tout, parce que moi, je me disais juste une seule chose. Il faut que je sois endurant. Parce que quand ils vont tomber, il va falloir que je sois là. Ouais. Mais le problème, c'est que ça va me coûter 10 fois plus qu'eux. Parce que j'ai pas les mêmes avantages, j'ai pas le même statut. Et maintenant, c'est comment je vais faire pour inverser la tendance. Comment je peux faire? Parce que c'est pas en allant insulter le coach dans son bureau que je vais faire changer les choses. Ou c'est pas en allant me plaindre à tout le monde ou dans la presse que je vais faire changer les choses. Il faut que j'arrive à le faire changer, mais sans que lui il le veuille. La question, c'est qu'il faut que je le mette dans une position où il n'a pas le choix. Ou quand il tombe sur moi, en fait, je suis sa seule direction. Mais la question, c'est que c'est tellement dur. C'est tellement dur, je te jure, parce que c'est un travail tellement dur au quotidien. C'est de la souffrance tellement intense que après ça fait partie de ton ADN. Et après ça te suit partout. Parce que c'est comme quand tu vois quand un mec qui prend de la drogue, tu vois ce que je veux dire? S'il en prend pas une fois par jour, il est pas bien. Et ben moi j'étais toujours dans ce truc de me dire si je fais pas ça, je serai pas à la hauteur. Ouais, donc je suis obligé de le faire. Parce que si je le fais pas, j'aurai des regrets. Et si j'ai des regrets, je serai pas la fierté de mon père, tu vois. Donc le truc c'est que ma gamberge, c'était toujours ça. Toujours fonctionner avec des règles. Et du coup, tu penses que avoir
j'en reviens encore à ça, mais l'histoire que tu te racontes où tu dis, tu sais, ça revient toujours à, il faut que je sois la fierté de mon père. Avoir ça, plus ta structure, c'est quelque chose qui est assez fort pour pallier au va-et-vient des émotions, parce que c'est un truc dont des fois on en fait, tu sais, c'est un peu un mythe où on prend un Cristiano, on voit comment il travaille. Ah ouais, lui, en fait, il carbure à ça. Là, tu me racontes ta manière d'aborder les choses et on se dit, le gars, il prend goût à certaines choses, mais le fait est que les émotions, tu les ressens quand même. Ça veut dire que la frustration que moi j'ai quand le coach me fait pas jouer et que moi je décide d'abandonner, toi tu ressens la même. C'est juste que le résultat à la fin il est différent parce que toi tu prends une autre décision. Mais Exactement. c'est pas parce que t'es moins déçu que moi que toi t'arrives à continuer à travailler. Et c'est pas parce que moi je suis plus déçu que toi que je décide d'abandonner. C'est juste que t'as un système derrière qui est mis en place pour que quand cette frustration là elle atteint son max, ce soit quand même pas assez pour te faire abandonner. Exactement. Hmm. En fait, c'est juste, comme je t'ai dit, je pense que c'est juste ta foi, en fait. Hmm. Tu vois, parce que je vais t'expliquer. Plein de fois, j'ai vu des gens abandonner, je leur ai serré la main, je leur ai dit, c'est normal, t'as le droit. Je dis, t'as le droit parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir cette capacité à endosser, à empiler les kilos derrière, sur son dos, tu vois. Mhm. Parce que je pense que tout être humain, il a une limite psychologique. Sauf que moi, le problème, c'est que dans ma limite psychologique, je l'ai constamment repoussé parce que je t'ai dit, émotionnellement parlant, j'ai vécu des émotions tellement intenses sur le plan de la colère, sur le plan du stress, sur le plan de l'anxiété, sur le plan d'avoir peur d'échouer, que, en fait, je me noyais dans le sport. Hmm. Tu vois, à un moment donné, si tu arrives à me retranscrire, quand tu me vois faire des séances de sport, tu vois que mes séances de sport, elles sont pas normales. C'est pas des séances de sport normales d'un athlète. Je le fais pour m'abattre. Hmm. Et quand je vais m'abattre, à chaque fois, je m'impose des règles. Je me fais des programmes que je dois jamais finir. Mais le problème, c'est qu'avec ma tête, je les finis tous. Pourquoi? Parce que dans cette phase de souffrance, je me dis toujours la même chose. Si tu abandonnes maintenant, tu abandonneras toute ta vie. Décide maintenant. Qu'est-ce que tu décides? On fait Hmm. quoi? On continue? On se bagarre? Ou on abandonne? Parce que là, physiquement, tu n'y arrives plus. Mentalement, tu n'y arrives plus. On fait quoi? Et là, sorti de nulle part, il y a une force, tu vois. Une force qui sort et que c'est celle-là Hmm. qui te permet de repousser ta limite, mais dans la souffrance. Ouais. Parce que je vais te dire un truc. Tu vois, quand tu es un joueur de foot pro, quand tu enchaînes 3 matchs d'affilée, inconsciemment, tu as de la confiance que tu engranges. Parce que le fait d'avoir la confiance de ton entraîneur, où il t'aligne une fois, 2 fois, 3 fois, tu as cette certitude de pouvoir te dire, cette semaine, je vais pouvoir travailler dans la sérénité parce Hmm. que je sais que je prépare mon match. Mais quand parfois tu es dans ma situation à moi, je marque. Même en marquant, je commence à dire bonjour à mon coach, je vois que son langage corporel, il me parle pas. Je Hmm. lui dis bonjour, il me regarde pas dans les yeux, je fais des actions, il me regarde pas. Je me dis, ça sent pas bon. Sur le banc. Ok, j'ai compris, j'arrive pas encore. Vas-y, il va falloir que je me bagarre encore. Je vais faire une rentrée, je vais changer le cours du jeu. Je dis bonjour. C'est pas encore ça. Ok, il faut continuer à se battre encore. L'autre, il se blesse. D'un coup, yo, ça va, tu vas bien? Là, je le regarde dans les yeux, et là, je me dis, là, j'ai une semaine. Faut que je mette tout le monde d'accord maintenant. Ouais. Tu vois, parce que le football, c'est juste une question d'opportunité quand il n'y en a pas. Mais à contrario, parfois, tu vois, quand des mecs qui sont vraiment abattus par l'injustice, tu vois, par plein de choix, eux, comme si je peux pas les blâmer. Quand les mecs, ils sont là, euh, ils restent chez eux, ils bouffent, ils fument, ils boivent de l'alcool, ils vont en boîte. Tu vois, ils font que de la merde parce qu'en gros, ils se disent quoi? De toute façon, tuer pour tuer, je m'en fous. C'est bon, faites-moi ce que vous voulez. Maintenant, je vais en faire qu'à ma tête. Si ça vient, je suis dans le foot plaisir, pas grave. L'année prochaine, je change de club, c'est pas grave. Mais moi, j'ai jamais eu cette mentale. Hmm. Et j'ai une question pour toi, parce que plus tu parles et plus j'ai pris une espèce de résolution, moi, là, depuis quelques temps, de plus critiquer les joueurs de foot en public. Bon, j'ai mes opinions sur chaque joueur de foot, comme tout le monde. Je Mhm. regarde un joueur, lui j'aime pas, etc. Mais en public, je le fais plus parce que, au final, genre, je les connais pas. Au final, je connais pas leur vie et j'ai parlé avec assez de joueurs pour réaliser que il y a une réelle histoire, une aventure humaine derrière chaque parcours. Là, de t'entendre parler, ça me renforce dans ce truc-là parce que tout ce que tu me dis, je l'aurais jamais soupçonné de l'extérieur, d'un point de vue extérieur, en regardant juste le numéro derrière le maillot,
le nom, la coupe de cheveux, la barbe bien taillée. Non, c'est pas, non, ça Tu vois doit ce que être, je veux dire ou il pas? doit sortir en boîte, il doit faire ci, il doit faire ça, tu vois. Donc et je suis content ça me rassure dans cette démarche-là. La question que j'ai pour toi, c'est au niveau, c'est peut-être, tu me dis, je te dis, c'est mon podcast, c'est ton podcast, c'est trop personnel, on dégage ça, mais au niveau de l'équilibre de vie, c'est pas trop intense, c'est pas trop dur d'avoir cette pression-là. Et puis je pense qu'on arrivera là dans pas longtemps sur des challenges que tu as vécu, mais d'avoir cette pression-là avec certains échecs et de pas avoir il est où ton échappatoire en fait? Parce que la bouilloire, s'il n'y a pas d'échappatoire, à un moment donné, ça l'explose. Ce que je veux te dire, c'est que, tu vois, cette question que tu me poses, je vais toujours, ouais, franchement, je vais te répondre. Parce que les gens, toujours, ils me posent la même question, ils me disent, Johan, il est où ton échappatoire? Ben, le problème, frérot, c'est qu'il n'y en a pas. C'est parce que si un jour, regarde de toutes mes interviews, le mot abandon, combien de fois je peux l'évoquer? Le mot échec, combien de fois je peux l'évoquer? Le mot défaite, jamais. Parce que ce que je veux te dire, c'est que cette porte-là, je la refuse. Mais quand je t'ai dit échappatoire, je parle même pas d'abandonner, mais je veux dire toute cette tension, cette frustration, cette colère, toutes ces émotions-là qui peuvent pas se manifester par j'abandonne. Donc cette porte-là, la porte abandon, elle est fermée. Il faut qu'il y ait une autre porte qui s'ouvre. Genre tu sors où tout ça? Tu te cognes dans un sac, tu fais de la chasse, je sais pas, mais... Non, mais c'est ce que je veux te dire. Moi, mon exutoire, ça a été le sport. Ok. Exemple, tu vois, je souffre. Honnêtement, je suis quelqu'un de très torturé à l'intérieur de moi. Mais je te jure, si un jour tu viens voir une de mes séances de sport, tu vas me regarder, tu vas me dire ça y est, j'ai compris. Ok. Parce que quand je fais du sport, je fais pas du sport. Je le fais pour m'abattre. Ok, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Ok, je vois. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends mieux mieux l'essence des mots. Je me mets dans un état où, en gros, j'ai plus rien, en fait. J'ai plus le temps de réfléchir. Donc, en gros, comme j'ai plus le temps de réfléchir, toute mon anxiété, elle s'en va. Ok. Tu vois, j'arrive à tout faire partir parce qu'en gros, je me mets dans un état de fatigue où j'ai plus le temps, en fait, de réfléchir. La seule chose à laquelle je réfléchis, c'est, il reste 400 mètres à courir, Johan. On fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? C'est bizarre parce que dans ton approche, tu me parles là de ton attitude, de ta relation avec le travail, tu me dis que c'est toujours resté comme ça. Et quand je regarde ton parcours, t'as bougé de partout, dans tous les sens. Est-ce que changer d'environnement, c'est quelque chose qui te stimulait, ou ça s'est fait par défaut, en fait? C'est pas toi qui voulais, mais c'est juste par la force des choses, t'as été forcé de changer d'environnement En fait, je autant de fois. t'explique. En fait, déjà de une, c'est à cause de mes représentants, déjà de une. Parce que quelque part, j'ai été un esclave, tu vois. Parce que ça a toujours été des décisions qu'ils ont prises seuls, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, derrière ça, il y avait des mensonges. Mais moi, j'ai toujours, dans ma tête, je me suis toujours dit, je suis un boxeur et je suis un challenger. La question, c'est que j'arrive dans un club et je suis un challenger. Et comme je suis quelqu'un de très, très orgueilleux, ça a toujours été ça. J'arrive et je vais vous montrer. Okay. J'arrive et je vais vous montrer qui je suis. Il n'y a pas de temps d'adaptation, il n'y a rien. Je vais vous montrer là, tout de suite. Là, on va régler nos comptes là maintenant. Parce que ça a toujours été ça. Parce que ça me rappelle le centre à Monaco, tu vois. Ça me rappelle cette phase où, dans cette première année où j'ai été tendre et qu'à un moment donné, j'ai décidé d'être un loup comme eux, tu vois. J'ai compris, en fait, là, c'était la loi de la gemme, tu vois ce que je veux dire? Ouais, il y a un lion, il n'y en a pas deux. Donc la question, c'est qui c'est qui va me grailler? Moi, je vais vous montrer tous les jours que c'est pas moi qui va me faire grailler en premier. Donc, ouais, vas-y. Donc, je t'explique, j'ai fait des pays où j'ai vécu l'injustice. J'ai fait d'autres pays où c'est allé mieux, mais ce que je veux dire, dans mon comportement, professionnellement parlant, j'ai toujours été irréprochable. Irréprochable. Est-ce que t'as kiffé le fait de bouger autant, de changer de pays? Honnêtement, il y a beaucoup de destinations, si tu m'aurais dit non, je l'aurais jamais fait. Ok. Parce que je veux te dire que parfois, prendre 8 valises, partir dans un hôtel, loin de ta famille, jamais voir les gens que t'aimes et passer ton temps dans une salle de sport ou dans une chambre d'hôtel, pour moi, c'est une vie triste, tu vois. C'est une vie qu'on accepte. C'est une vie où on accepte les conditions, où il n'y a pas de problème. Mais quand on te donne pas le choix, ben déjà de une, c'est ta responsabilité, donc tu vas avec grand plaisir. Mais des fois, tu vis des moments où tu dis, tu vois, à un moment donné où tu vas ouvrir la porte de ta maison
et tu sais que tu vas plus en ressortir. Parce que tu connais chaque jour son déroulement. Tu vois? Tu sais que tu vas aller à l'entraînement. Tu sais que tu vas ouvrir la porte de chez toi. Et il y a des jours où quand tu vas ouvrir la porte de chez toi, tu vas te poser sur ton canapé et puis tu vas attendre le lendemain. Tu vois, il va pas avoir d'éléments perturbateurs qui va bousculer un peu ton quotidien. Ça va toujours être des jours où, des fois, tu vas faire des mini crises de panique dans le sens où tu vas dire, putain, là, je rentre à la maison, je vais me poser devant la télé, mais il y a personne pour moi. Qu'est-ce que je fais? Ben, rien. Je suis sur mon téléphone et j'attends le mardi. Je vais à l'entraînement le matin, je rentre chez moi et j'attends le mercredi. Tu vois ce genre de journée-là? Où tu as un peu le cafard parce que tu n'as pas de femme, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de famille, tu es seul. Tu vois? Et comme je te dis, ta seule et unique ligne conductrice, c'est je suis ici, pourquoi en fait? Pour qui je fais ça? Et après, j'en reviens toujours. J'en reviens toujours à ma ligne directrice, tu vois? Toujours aux mêmes raisons en fait. Toujours à cette même mentale. Est-ce que tu étais heureux pendant ta carrière? Non. J'étais pas heureux, frérot. Je t'ai dit, j'étais un compétiteur en mission. J'étais pas dans le plaisir, moi. Moi, ça a toujours été, je t'ai dit, ça a toujours été, si je veux être la fierté des gens que j'aime, il va falloir que je fasse des concessions et des sacrifices. La question, est-ce que t'es prêt à le faire? Mais à partir du moment où je savais que c'était pour mon père, pour ma mère, pour ma sœur, arrachez-moi le cœur, donnez-leur. Y a pas de problème. Je vais assumer. Tout ce qui va se passer, je vais l'assumer. Si vous voulez que je mette mes pieds dans la lave, je vais le faire. Si vous voulez que je monte l'Everest à poil, je vais le faire aussi. Si vous voulez que je fasse un marathon de 50 km, je vais le faire. Parce que à partir du moment où je le fais pour ces gens-là, ça vaut la peine. Je vais toujours aller au bout du film et je vais fermer le livre. Toujours. Par contre, quand ça va me concerner à moi, non, pas du tout. J'ai pas cette force me concernant pour moi. Parce que c'est eux ma vraie force, tu vois. C'est eux ma richesse, c'est eux mon moteur, c'est eux mon soleil, c'est eux qui font que ma vie, elle est escalée, tu vois. Si c'était à refaire, ta relation avec les agents, tu le referais comment? Waouh. Franchement, je prendrais ma sœur. Ouais. Parce qu'au final, j'avais pas besoin d'agents. Parce qu'au final, c'est moi qui a fait les agents, c'est pas eux qui m'ont fait, en fait. Ça n'a pas été... Moi, j'ai pas eu d'agent qui a fait qu'on m'a créé des opportunités. C'est moi qui a créé des agents pour les opportunités. Est-ce que... Bon, ça, c'est quelque chose... Comme t'as dit, comme on a déjà dit, c'était une autre époque. C'était une autre époque. Il y avait moins... à l'époque, il y avait pas de podcast. Il y avait pas des témoignages de joueurs sur lesquels tu pouvais t'appuyer pour te mettre la puce à l'oreille sur certaines choses. Un truc, moi, et je te dis ça pour avoir ton avis, un truc, moi, qui me dérange dans la conception que les joueurs ont des agents, c'est que j'ai l'impression que quand un joueur travaille avec un agent, c'est comme si, limite, l'agent c'était le patron. En fait, je vais t'expliquer pourquoi aujourd'hui, l'agent, il joue un rôle important dans la relation. Ben, tout simplement parce qu'en fait, le foot, c'est pourri. Parce qu'il faut que tu comprennes aujourd'hui que les directeurs sportifs, ils marchent avec les agents. Ils se distribuent les commissions ensemble. C'est pas dissocié, en fait. Ne pense pas qu'un directeur sportif, il est dissocié d'un agent. Non. Ils sont associés. C'est toujours comme ça. Parce qu'un directeur sportif, il sait que il va jamais travailler. Son travail va pas être, son mandat, il va pas être long, tu vois. Donc, sa question à lui, c'est se dire, comment faire un max d'oseille? Un minimum de temps. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en gros, il travaille toujours, les clubs, parfois, ils travaillent toujours avec le même agent, voire avec des joueurs mandatés par un autre agent qui est en relation avec le directeur sportif. Et c'est avec ces gens-là qui font les deals, tu vois. C'est comme ça que ça se passe. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que même dans cette dynamique-là, moi, c'est plus le point de vue le regard que le joueur porte sur l'agent. Parce que l'agent, mais c'est aussi le fait que l'agent, au final, même s'il est en relation avec le directeur sportif, s'il travaille pas avec le joueur, il prend pas d'argent. Ce sera un autre. Et ce que je veux dire, c'est que au final, dans la relation, l'agent, il travaille techniquement, il travaille pour le joueur. Dans la relation, c'est le joueur le patron. C'est ça. Et quand je te parle de ce qui me dérange dans cette relation-là, c'est que souvent, ça m'est arrivé. T'es joueur, tu travailles avec un agent, l'agent, si t'es le patron dans la relation,
c'est au patron qu'on doit rendre des comptes. Ça veut dire que moi, je suis joueur. Mon agent, il dit qu'il a rendez-vous à tel endroit ou tel truc. Et j'attends des nouvelles. Genre, je vois pas dans quel monde c'est acceptable que moi, je te demande des nouvelles, genre à mon agent, et que tu me réponds pas. Gros, on joue à quoi? Mais après, ce que je veux te Et dire, c'est ça, en c'est, ce fait, que je veux te... Ah, mais ce que je veux dire, je tout termine, dépend, vas-y. en fait, tout dépend de l'importance du joueur. Tu vas parler d'un top joueur. L'agent, il va appeler le joueur tous les jours. Mais par contre, t'es un joueur lambda ou t'es un joueur moyen, je peux te dire qu'il t'appelle pas. Et en fait, c'est une usine. Je t'explique, les agents, c'est une usine. Ils te prennent, et puis c'est comme si c'était, tu vois, et ils attendent. Ils disent, ok, on va voir s'il pète, genre, bien. Genre, mais voilà, tu vois, je vais pas lui donner plus l'heure que ça. Tandis Mais que est-ce que, s'ils ont un petit qui est international, ou qui est dans l'antichambre ou pas, si tu peux comparer les deux profils, tu verras que l'agent, il appellera 2 fois plus je, le petit à côté que l'autre, tu vois. je suis d'accord, mais ce que je veux dire, là où j'ai l'impression qu'il y a comme un travail du côté des joueurs à faire, c'est que même quand t'es pas bien, le fait est que l'agent travaille pour toi. Donc moi, je suis moins bien. Tu sais, je te dis ça, je l'ai vécu en tant que joueur où mes performances sont pas top. Donc même moi, limite, des fois, j'ai honte de demander des nouvelles à l'agent ou vas-y, je veux pas trop le déranger, je veux pas trop insister. T'as pas compris la dynamique. Bon, c'est l'agent travaille pour toi. Si t'as besoin d'informations, tu demandes, il te les donne. Il te Ouais, les mais ce que donne pas, tu, il est en tort, tu vois. ouais, mais ce que je veux te dire, c'est que en soi, l'agent, il travaille pas que pour toi. C'est que l'agent, il travaille aussi pour des autres joueurs. Donc, en gros, pour lui, t'es juste un maillon de la chaîne. T'es pas la chaîne. Et tandis que pour toi, lui, c'est la chaîne. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Toi, Ouais, quand tu diriges vers lui, t'es une personne. Mais lui, quand il se dirige vers toi, il y a plusieurs personnes. Parce que toi, plus toi, plus toi, plus toi, plus toi, tu vois, vous êtes plein de personnes c'est ça réunies. qui le nourrit. Donc en gros, il doit des comptes, mais en soi, il se dit quoi? Il se dit, j'ai 15 personnes, si je commence à être comme ça avec tout le monde, j'ai plus de vie. Tu vois ce que je Ouais. veux dire? Donc en gros, le gars, au lieu parfois de juste choisir ses cibles comme il faut, il en prend plusieurs. Mais le problème, c'est qu'après, son côté humain, il y en a plus. Ouais. Parce que lui, il s'en fout, en fait, ton côté humain. Lui, que tu échoues, lui, il veut que tu réussisses, mais que tu échoues, lui, il s'en fout. Parce que si demain tu échoues, lui, il va te lâcher. Comme il est venu te chercher, il va te lâcher. Et puis après ça, ni vu ni connu, tu vois. Lui, il va s'en foutre. Mais par contre, sur ce mini court terme, il va te faire croire qu'en gros, il sera avec toi jusqu'à la fin de ta vie, Jusqu'à tu la vois. fin, ouais, jusqu'à la fin de tes jours, c'est clair. Et puis, il va arriver un moment, il va te regarder, et puis d'un coup, le téléphone, il va plus sonner. Et est-ce que, tu vois, par rapport à ce que je te dis, est-ce que tu penses qu'il n'y a pas justement un tort de la part des joueurs ou peut-être une façon différente de se positionner pour justement pas être dans la position où t'es qu'un maillon de la chaîne? Parce qu'au final, ça rend une relation qui est inégale. Et si t'es dans une Tu veux relation, ouais, savoir, tu veux dis-moi. vraiment savoir si tu veux pas être un maillon de la chaîne? J'en reviens à la leçon que je t'ai donnée avant, faut être le plus fort. Parce Ah, qu'il y a mais qu'en tout étant le le, monde, il y a, ouais, tout le monde peut pas hein, être le mais plus fort. il y a qu'en étant, ouais, mais ce que je veux te dire, c'est qu'il y a qu'en étant le plus fort que c'est toi qui as les cartes en main. Il y a que comme ça que, je dis, c'est ça qui régit le monde du foot. Il y a pas de, je dis, il y a pas de Hmm. contour possible. Soit t'es fort, je fais attention à toi, soit t'es faible et on t'abat sur place. C'est ça le jeu. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de plan pour les faibles ou pour les moyens. En gros, on fait attention qu'au fort. Parce que Hmm. je sais que lui va me rapporter de l'oseille. Donc si lui me rapporte de l'oseille, le mec à côté, ben, meurt. C'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas d'affect. Il n'y a pas d'affect dans ce métier. C'est ça le plus. Mais le pire, c'est pas ça. C'est que eux te font croire qu'il y a de l'affect. Ouais. Ouais. Eux viennent avec des intentions où ils te disent, t'es mon petit frère, je te ferai comme avec mon petit frère, je te protège, t'inquiète pas. Tu vois, ils ont des mots forts. Mais comme ils t'ont dit ça dans la foulée, ce qu'ils t'ont dit à toi, ils le disent à 25, À 30 tous les personnes. autres, ouais, c'est clair. Donc à partir de là, il faut que tu aies conscience que toi-même, t'es une bouteille de Sprite et qu'il y a plein de bouteilles de Sprite et qu'à partir de là, c'est une question de... Voilà. Faut Ouais, être le plus fort. quelle bouteille on prend en premier? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est malheureux ce que je te dis, mais il n'y a pas de... Et Y tu a pas penses de... que ouais, du coup pour les joueurs, tu vois pas Non, de j'en vois pas, parade. moi. J'en vois T'en vois aucune. pas. Je vois aucune parade. C'est marche ou crève. Au moins c'est clair. Marche ou crève. Après, tu me dis si toi t'en as une. Mais moi, Non là, avec mon ex... ouais, non, mais c'est pour ça que je t'en parlais parce que c'est un truc moi qui m'obsède en ce moment. C'est je me dis il y a un problème dans la manière dont la relation elle est établie
Et justement, je suis à la recherche de la parade. Je comptais sur toi pour me trouver une solution. Là, tu me dis, il y a pas de parade. Donc je vais continuer à chercher, mais, Oh. Ouais, il n'y en a pas. ouais. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce que je t'explique, quand un agent il vient te chercher, est-ce qu'il vient te chercher pour tes valeurs humaines ou tes valeurs footballistiques? Ah, footballistique. Ça, c'est clair. Donc, à partir de là, on est d'accord que c'est par intérêt. Hmm. Ah, ça, C'est c'est pas sûr. humain. Mais, Donc, et c'est, ouais. à partir du moment où c'est par intérêt, ben, la suite du film, elle est par intérêt. Sauf que Mais moi, ça, je l'avais c'est, pas compris, tu vois. ouais. C'est Mais juste tu ça vois, que moi, j'avais pas compris. je me dis peut-être ça, justement, peut-être qu'un des problèmes, c'est que, en tant que joueur, des fois, on vient chercher quelque chose dans cette relation-là qui a juste pas lieu d'être. L'agent, il vient par intérêt. Toi aussi, tu dois être avec l'agent par intérêt. Mais c'est ça. Mais c'est ça le vrai comportement à adopter. Hmm. Mais nous, parfois, tu vois, quand on vient de la rue ou quoi, nous, on est là, on est empathique. On se dit, ah, ça y est, le gars, c'est la famille, on va avancer ensemble, tu vois, on va se mettre bien. Mais c'est nous qu'on est dans l'erreur. Ouais, Tu vois, ouais, je exemple, vois. quand je vois Rabiot, je vois sa mère. Moi, je dis, je l'applaudis, Rabiot. Tout le monde va insulter sa mère et tout. Mais moi, un grand bravo, un grand respect à sa mère. Parce qu'elle fait attention à son fils. Et personne ne Hmm. va carotte son fils. Parce que c'est elle qui gère les intérêts de son fils. Tu captes? Pour ça, moi, j'ai du respect de ouf. Quand les gens veulent venir critiquer Rabiot ou quoi que ce soit, au final, c'est Rabiot par exemple. Parce que tous les joueurs, ils savent même pas. Mais tous les joueurs qui se font carotte, où les agents, ils prennent des putains de commissions sur leur dos, que eux, ils savent pas. Eux, ils savent pas ça. Tandis que Ouais. La daronne à Rabiot, elle sait tout. Et elle dit tout à son fils. Parce Et que je je pense t'explique, que, ouais, quand ouais. t'es directeur sportif, tu vois, quand t'es directeur sportif, que tu veux grailler une commission avec l'agent, ils s'entendent tous les deux. Donc après, ils vont se dire quoi? Qu'est-ce qu'on dit aux joueurs? C'est quoi les trois plus beaux moments que t'as passés dans le football? Les trois plus bons moments, ça a été mon premier match pro, Ok. Monaco-Nice, où c'est la première fois que j'ai vu mon maillot derrière mon dos, mon nom, Ok. où je me suis dit, c'est la première fois que je vois mon nom derrière un maillot, je suis fier. Ouais. Monaco-Nice, c'était. La deuxième fois, ça a été ma victoire en Coupe de la Ligue, Saint-Etienne, Hmm. Quand vous gagnez le trophée? c'est ça. C'était contre qui? C'était contre Rennes. Ok. Et c'est Rennes. un match particulier. Tu commences, tu marques? Ouais, ouais, je démarre, je suis Ok. sur l'action du but en fait. Ok. Je crois que, si je dis pas de bêtises, Danzé il fait une passe, j'intercepte, je décale Obama il décale Brandao il marque. Tu vois, on gagne un titre. Voilà quoi, Stade de France, stade plein, tu vois, magnifique quoi. Ouais. Une émotion particulière. Ouais, et après je pense que peut-être aussi ma première sélection en équipe de France. Hmm. Tu vois, j'ai fait toutes les sélections jeunes, j'ai fait espoir, mais j'ai pas fait la A, tu vois. Ouais. Mais voilà, tu vois, à chaque fois que j'étais en sélection, que je portais le maillot de la France, ça me faisait kiffer, tu vois. Ouais. C'est un moment particulier parce que je représentais mon pays. Donc, si tu veux, ouais, je pense. Ces trois moments-là, je pense que je m'en souviens comme c'était hier. Hmm. Est-ce, ah, tu vois, au final, comme je t'ai dit, on a choisi la deuxième option. On n'est pas repassé sur le parcours. On a plus parlé de ce qui a animé ce parcours-là. À la fin de ton cursus professionnel, tu redescends en N2. Exactement. À hier, deux questions. Pourquoi tu reviens là? Et la deuxième question, c'est pourquoi continuer à jouer au foot? En fait, j'ai arrêté ma carrière sur le plan professionnel parce qu'en fait, il y a ma mère qui a eu un problème de santé. Ok. Donc, en gros, j'ai voulu l'assister dans sa maladie. Donc, en gros, j'ai tout arrêté pour elle, Hmm. tout simplement. Parce que à partir du moment où la femme pour qui j'ai fait tous ces sacrifices, elle a besoin de moi, ben, je trouvais ça logique d'être là pour elle, tu vois. Ouais. Donc, on a vécu ça ensemble. Là, grâce à Dieu, ça va mieux. Mais voilà, c'est surtout pour elle que je suis revenu. Et pour, et pourquoi pas arrêter le foot? Ben, quand t'es criblé de dettes, tu te dis comment je vais gagner ma vie. Hmm. Quand j'ai toujours joué au foot et que tous les lundis tu reçois des piles de lettres d'huissier, tu te dis ben si je ramène pas d'argent à la maison, comment on fait? Ouais, donc c'est vraiment, passer par la case foot. Le foot est vraiment un gagne-pain, en gros. Mais j'ai toujours vu comme ça le foot. Et, et la passion, l'amour du ballon, le feu sacré En fait, je pour vais le foot, t'expliquer un truc. il en est où? Moi en fait, je vais t'expliquer un truc. J'aime le foot,
Mais en fait, le seul moment où je mettais 150%, c'est quand l'arbitre est sifflé. Parce que j'ai juste compris une chose dans la vie. On te paye pour un service, rien d'autre. On te paye pour une compétence. Donc la question c'est, on me paye pour faire ça sur le terrain. Donc je dois conditionner mon corps et mon esprit à le faire. À un moment donné, c'est plus un plaisir, c'est un travail. Si je suis conditionné à faire ça. C'est pas, j'arrive pas avec le kiff de me dire je vais jouer au foot. Non, je m'en fous de venir jouer au foot. Aujourd'hui, je dois être décisif. C'est ça que je dois être. Si je suis pas décisif, je m'en fous de prendre du plaisir. La seule chose que je veux, c'est être décisif aujourd'hui. Parce que je sais qu'en étant décisif, je vais prendre de la valeur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est une version différente du foot. Je suis pas là pour me faire plaisir. Je suis là pour être efficace. Et du coup, c'est ce qui t'anime là, aujourd'hui. Toujours. Tu vois, exemple, là, aujourd'hui, je joue en défense centrale. Ce qui m'anime, c'est finir sur un clean sheet. Aujourd'hui, je dois pas prendre de but. C'est ça ma mission. Ouais, je vois. Tu vois, j'ai jamais vu le foot dans un délire où je me suis dit, je viens sur un terrain et je me la régale. Jamais. J'ai jamais vu le foot comme ça. Moi. Et du coup, est-ce que il y a une partie d'ego qui rend la tâche plus compliquée de redescendre à ce niveau-là? J'en ai souffert. Ah oui. Ouais. Même à un moment donné, le coach, il m'a appelé, il m'a dit, Yohan, le monde pro, c'est terminé. Les mecs, ils arrivaient pas à faire un 1-2. Ils arrivaient pas à déclencher une passe dans un tempo. Moi, j'étais là, je me dis, mais faites exprès, c'est pas possible. Et à un moment donné, il m'a dit, Yohan, faut que t'arrêtes. Ça y est, c'est fini. Donc, à un moment donné, j'ai accepté la médiocrité, en fait. Ça me fait, je te le dis en toute franchise, ça me fait mal, moi, de t'entendre parler comme ça. Moi, c'est le plus haut niveau que j'ai connu, ça me fait mal. Frérot, je m'excuse de parler comme ça. Frérot, je m'excuse. T'inquiète. Je te jure, je m'excuse. Frérot, je te parle avec, tu m'as dit on parle avec le cœur, hein. Je te jure, j'avais la discussion encore avec un pote tout à l'heure. Je te jure, j'ai commencé le foot, je voulais être pro, passer à la télé, tout ça. Je suis vraiment en paix avec comment j'ai gagné ma vie dans le foot, mon parcours footballistique. Mais je pense que c'est l'accent, c'est le R, comment il a sonné dans médiocre. Ça m'a fait. Oh, je vais pas te mentir. Ouais, mais je vais pas te mentir. Ce que j'ai vu au quotidien depuis que je suis dans ce niveau-là, tous les jours, hein. En fait, c'est que il fallait que j'accepte qu'un ballon, il soit donné dans un mauvais timing. Il fallait que j'accepte qu'une action de jeu, elle soit faite plus lentement. Il fallait que j'accepte qu'un mec, il me voie de 80 mètres, mais qu'il soit pas capable de me déclencher une transversale. Il fallait que j'accepte. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, je vois. Donc, en gros, je suis constamment au ralenti, en fait. Quand je me dis que j'ai vu un coup d'avance, je me dis, non, t'as pas vu un coup d'avance, t'attends. Et tu vas jouer le coup que lui, il attend. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Je vois très bien. Je vois très donc, bien. En gros, pour moi, c'est accepter, on va dire, l'échec. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu vois, parce que c'est me mettre à la hauteur de ce qui se fait, en fait. Tu vois? Mais après, ce que je veux te dire, voilà, tu vois ce que je dis, ça peut être interprété comme de l'arrogance. Pour quelqu'un, encore une fois, pour quelqu'un qui compte pas, pour quelqu'un qui ne l'a pas vécu, parce que le fait est que j'ai été un joueur de N2, mais que dans ma formation et dans juste comment intellectuellement je conçois le foot, on va dire que ma meilleure qualité, ça a été ce qu'il y a dans ma tête par rapport au foot. J'ai jamais eu les meilleures qualités physiques, jamais eu les meilleures qualités techniques. Par contre, je comprends le jeu. Et en N2, moins, mais même en N3, il y a des trucs où même moi, genre des fois je me dis putain, là tu l'as pas vu, là tu l'as pas vu le déplacement, là on va me toucher le ballon, t'es le troisième joueur, genre connecte-toi, c'est pas on me donne le ballon, je remise et toi t'es surpris que je te remise, tu t'attends à quoi? Je suis dos au jeu, tu veux que je joue avec qui? Et je me dis que moi je suis un joueur de N2. Donc quand je t'écoute parler, tu me dis que tu viens de là d'où tu viens et tu redescends là, je comprends. C'est pour ça que je t'ai dit je peux pas mal le prendre, je comprends. Si moi je sens ça avec un joueur de R1 et tu dois sentir ça avec un joueur de N2, c'est normal, c'est l'ordre naturel des choses. Et Messi s'il joue avec toi, il va dire oh gros et accélère, tu vois. Donc c'est. Tu vois, je te dis, il y avait un podcast où il y a pas longtemps, j'ai fait un podcast où j'ai dit que la N3 c'était médiocre. Et il y en a qui l'ont bien pris, il y en a qui l'ont mal pris. Mais je suis obligé de l'accepter comme c'est, tu vois. Quand tu arrives dans un tunnel où le mec il a un crampon strappé, quand tu arrives sur un terrain que tu vois 5 mecs fumer, quand j'arrive dans un couloir où je vois le mec il a au moins 80% de matière grasse, les mecs je les regarde, je me dis les gars vous êtes pas sérieux. Je me dis les gars on va faire un match de foot, j'ai dit c'est pas possible, on va pas s'en sortir là.
Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je vois. Je C'est pour vois. ça, tu vois, je suis sur le terrain, les mecs, je les regarde, je me dis, mais putain, moi, je vais à la salle, je me bute, je suis compétitif, vous êtes là. Et tu vois, le truc, c'est qu'à chaque fois, quand j'ai un discours avec mon équipe, je leur dis toujours la même chose. On n'a pas besoin de voir ce qui se passe là-bas, en fait. Notre seul ennemi, c'est nous-mêmes. Hmm. Si on met les ingrédients qu'il faut, ça va le faire. Mais si on pense que, ou si on met pas l'intensité, ou si on met pas les ingrédients, eh ben non, ça le fera pas. Ah, ça le fera Je dis, pas. mais on joue pas contre le Barça. Tu vois, tu joues contre des équipes d'un niveau médian. Tu sais, on est Voilà, passé, tu vois. on est passé de médiocre à médian, c'est déjà mieux dans la manière de Tu vois ce l'amener, que je veux c'est, dire? Ouais, mais parce que je joue avec des joueurs, parce que je joue avec des ouais, bons joueurs, mais je joue beaucoup avec des joueurs médians, tu vois. ouais. Mais je joue avec des joueurs médians qui ont de la qualité, tu vois, Hmm. dans cette division. Sauf que, voilà, tu vois, dans cette qualité-là, tu arrives à te faire battre contre des équipes que je peux pas dire les noms, où c'est très, très, très faible. Oui, oui. Donc, quand tu te fais battre par une équipe très, très, très faible, tu peux pas t'auto-proclamer bonne équipe, tu vois. On est d'accord. Tu t'es lancé dans le coaching, là, depuis quelques temps? Ben écoute, je me diversifie un peu pour savoir ce qui me plairait de faire. Ouais, J'ai aussi ouvert mon académie, ouais. Molo Performance, où honnêtement, c'est un projet qui me fait kiffer parce que j'ai envie de transmettre, parce que j'ai envie d'éduquer les petits, parce que sans manquer de respect, sans dénigrer, tu vois, je vois un peu ce qui se fait et je me dis que je peux le faire et je peux le faire en mieux. Et il y a là, t'as utilisé le mot kiff. Il y a du kiff là-dedans? Ben en fait, comme je te dis, comme j'ai toujours été dans l'aide pour protéger ma famille, pour les aider dans leur vie, c'est un kiff pour moi de prendre un petit qui est en difficulté Hmm. et de l'aider à devenir plus fort, tu vois. Ouais, ok. Parce qu'il y a une satisfaction, parce que je me dis que j'ai contribué à sa réussite, Hmm. tu vois. Voilà. Donc moi, tout ce qui va concerner autrui, ça me procure du plaisir. D'accord. Donc voilà. Donc écoute, pour le moment, je me suis lancé dans ça et j'espère que je vais bien me développer. Et tu vois, j'ai plein d'idées dans ma tête pour le développer. Et voilà, on va voir si ça marche. Mais comme je te dis, je suis quelqu'un de déterminé et j'ai bon espoir que de bien développer cette idée et d'en faire un bon petit truc, tu vois. Et tu vois, t'as parlé de commencer à te diversifier. Tu vois quoi comme perspective d'après carrière? Là, t'as parlé de coaching d'encadrer des jeunes avec Molo Performance. Est-ce que t'as d'autres trucs que tu te dis, ah, ça, peut-être que j'aimerais le tenter, j'aimerais le Ben faire? écoute, écoute, moi le métier d'agent, c'est en soi, ça m'intéresse pas, mais en soi, ça m'intéresse parce que comme je te dis, accompagner des joueurs vers la réussite et vers des objectifs, franchement, ça me ferait kiffer parce que avec mon expérience, je serai transparent, je serai bienveillant, tu vois, je serai vraiment, tu vois, vu que j'ai tout connu sur le plan mental, je les aiderai sur le plan footballistique, sur le plan humain, tu vois, je serai vraiment de bons conseils, tu vois. Mhm. Mais un truc que je me refuserais, ça serait d'être un charcutier, tu vois. Si je prends des petits pour faire de la boucherie et leur dire ce qu'on m'a dit et honnêtement les regarder dans les yeux et mentir, non, pas possible. Je pourrais pas faire ce métier déjà. Si je choisis de faire de métier, je choisirais d'être honnête. Préparateur physique, tu vois, parce que je fais du coaching, ça me plaît, mais je trouve ça un peu rébarbatif, mais ça me plaît, ça va, tu vois, parce que c'est du sport. Et puis je te dis, dans mon académie, en fait, ce que je kiffe, c'est le fait de transmettre des idées avec des thèmes, le fait de créer, tu vois, des idées, le fait de d'essayer de les faire interpréter, tu vois, moi arriver à trouver des exercices pour qu'ils interprètent le football, tu vois. Hmm. Pas le football de quartier ou des trucs, le vrai football, la vraie logistique, tu vois. Le vrai sens du déplacement, leur expliquer que les choses les plus dures à faire, c'est les choses les plus simples, qu'un joueur juste, un joueur qui joue juste, c'est lui qui va évoluer au plus haut niveau. Tu vois ce que je veux dire? Et Ouais. autour de ça, développer sous beaucoup de formes de thèmes, tu vois. Exemple, j'ai commencé ma première séance sur le thème de la mémorisation, de la prise d'information. Le deuxième thème, ça a été le contrôle passe, une, deux, trois, pour qu'ils s'habituent à se connecter ensemble. Mon thème de ce week-end, ça va être je cours, je long. Tu vois, je suis pas encore dans le thème du dribble, je suis pas encore dans le thème de la provocation, parce qu'en fait, j'ai envie qu'ils se connectent au football. Et ensuite, on va commencer à détailler les choses. Et c'est Tu avec vois. des jeunes de quel âge? Mais pour le moment, j'ai des petits de 6 ans à 13 ans pour le moment. Ok. C'est de tout âge, mais pour le moment, je Ok. développe ces âges-là. Propre. Donc, t'as parlé de ça, t'as parlé de potentiellement agent. Que des trucs qui sont liés au football? Que des trucs qui sont liés au sport et au football. Ouais. Ok. Parce qu'en termes de compétences, en termes d'acquis, j'en ai aucun. Hmm. Et honnêtement, je connais que le sport dans ma vie. Hmm. Et je me verrai pas aller dans un bureau à faire quelque chose que j'ai jamais fait de ma vie.
parce que je pourrais pas. Et depuis combien de temps t'as commencé à t'intéresser? Depuis combien de temps tu penses à ce que tu vas faire après le foot? Ben, honnêtement, vu que je pense que je vais encore jouer 4-5 ans au foot, parce que mon objectif c'est d'arrêter à 40 ans, tu vois. Mhm. Petit à petit, je m'y tourne petit à petit, tu vois, mais c'est que depuis là, depuis 2-3 mois, tu vois. Parce que moi, des fois, je crois que je suis immortel, tu vois. Quand je me regarde dans le miroir avec mes abdos, mes cuisses et tout, Ouais. je me dis que, tu vois, que je me dis je suis en N3, je joue en marchant, tu vois. Je me sens pas plus en difficulté que ça pour le moment, donc je me dis, c'est bon, à ce rythme-là, je peux jouer encore, tu vois. Ouais. Mais bon, je me dis qu'à un moment donné, il va falloir laisser la place, quoi. Ouais. Ok. Donc je me dis que, tu vois, si on va dire que ma vie, elle peut graviter autour du sport, ben, ça sera avec plaisir. Et je sais pas si ça t'intéresse d'en parler, mais tu t'es mis un peu sur les réseaux, là. Ouais. Avec En fait, TikTok, ouais, les tous les lives, lundis, tous les lundis, je est-ce fais que des tu veux en lives. parler un peu? Mais en fait, je me suis rapproché d'un influenceur qui s'appelle Ako, qui supporte l'Olympique de Marseille. Et en fait, il s'approchait de moi. Et puis, en fait, on s'est mis ensemble et on s'est dit que tous les lundis, en fait, on allait retracer la vie d'un joueur de foot. Parce qu'avec ce qui m'est arrivé, tu vois, moi, ce que je voulais, c'était, voilà, comme je te parle aujourd'hui, c'était retracer la carrière du joueur. Ça, c'est parler de ses bons côtés, ses mauvais côtés, parler de la prévention au niveau des jeunes, leur montrer Ouais. que la vie, elle est pas toute rose, que, tu vois, il faut se donner les moyens de réussir, que Mhm. il y a plein de facteurs qui font que dans le foot, tu réussis. Tu vois ce que je veux dire? Et je trouve ça instructif et enrichissant parce que c'est plein de joueurs qui arrivent d'horizons différents. Et puis, je trouve ça intéressant et enrichissant de les écouter parce que je trouve que tu en apprends. Et je pense que d'avoir un média où on parle de choses vraiment cohérentes et concrètes, je pense que c'est enrichissant parce que Ouais. parfois tu entends des gens parler, c'est pas la bonne parole, tu vois. Les informations, elles sont erronées. Tu vois, la gamberge, elle est pas bonne. Mais bon, après, comme je dis, moi, je suis personne pour juger ces gens-là. Donc, à partir de là, voilà, moi, j'ai décidé de créer ce genre de moment-là, tout simplement pour aussi donner une possibilité aux gens d'avoir accès à des informations. Et ça te plaît? C'est cool. Ouais. Je trouve ça cool. C'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Likez, abonnez-vous et activez les notifications pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes qui vont paraître sur la chaîne. Dans le mois qui arrive, je vous sors un épisode, un banger toutes les semaines. Donc, activez-moi cette cloche. Je compte sur vous. Si vous avez des questions, que ce soit pour moi ou pour Yo, je vous laisse nous les poser dans les commentaires. En attendant la prochaine fois, je vous invite à me rejoindre sur Instagram et sur TikTok pour du contenu exclusif et des interactions quotidiennes. C'est tout pour moi et en attendant la prochaine fois, peace.